Salut YouTube, c'est Maxime. Tu regardes la première partie du podcast Interséance où nous débattons ensemble d'un film qui a marqué l'actu du mois. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Donc si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram @Pratea, également disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public et Stitcher. Merci et bon épisode à tous. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage sur un film qui a marqué le mois. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Olivier. Bonjour Axel. Nina. Salut. Et Jonathan. Salut tout le monde. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui j'ai piqué la place de Maxime. Considérez donc la pression sur mes épaules. Et méfiez-vous, ça risque encore de changer. Vous, ça va ou pas ? Ça va, oui. Absolument épuisé, mais en forme. Oui, monsieur a fait une nuit blanche. Alors, comme lors de notre dernier épisode, notre petite causerie du mois s'articulera en 3 parties. La première sera notre débat autour du film. La seconde, une question plus libre autour du film et son thème. Et enfin, une partie recommandation où chacun vous proposera un film à voir selon si vous aimez le film du mois en question. Allez, désormais, trêve de suspense. Vous le savez, si vous avez vu le titre ou la miniature, nous parlerons ce mois-ci de The Whale par monsieur Aronofsky. Messieurs, dames, je déclare le débat ouvert sur son dernier film, bande-annonce. Do you ever get the feeling people are incapable of not caring? People are amazing. Dans une ville de l'Idaho, Charlie, professeur d'anglais souvent reclus, en obésité morbide, se cache dans son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Vous connaissez sûrement Darren Aronofsky, l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération et sujet à de nombreuses controverses après chacun de ses films. À 54 ans, il nous a déjà livré entre autres Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan, Noé ou encore Mother. Un metteur en scène bien connu pour la dimension psychologique de ses drames et de ses thrillers, avec une carrière assez diversifiée, mais rassemblée par des thèmes récurrents qui se répondent entre ses films. Qui veut commencer, messieurs, dames ? Allez, c'est parti. Bon, au risque de passer pour un critique Télérama résumant le film en un seul mot, j'ai trouvé le film The Whale effectivement très bouleversant. Alors d'une part, grâce au jeu des acteurs, tout le monde est unanime pour dire que Brendan Fraser signe une performance incroyable. Il vient d'être récompensé aux Oscars en tant que meilleur acteur pour son interprétation. Mais j'ai également été très touché par l'actrice Hong Chau qui interprète le personnage de Liz, infirmière et unique amie de Charlie, dont elle cherche à retarder la mort inéluctable, ainsi que l'actrice Sadie Singh qui joue le rôle de Ellie, une adolescente à fleur de peau qu'elle interprète avec beaucoup de finesse. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est la diversité de thématiques que le film nous permet d'aborder. La grossophobie, l'homosexualité, la maladie mentale, la famille, la religion, l'adaptation d'une pièce de théâtre au cinéma, la solitude et la quête de la sincérité et encore certainement d'autres thématiques que je n'ai peut-être pas vues. Voilà, j'ai passé une séance assez particulière pour ce film et j'en suis ressorti vraiment un peu chamboulé quoi. Enfin vraiment parce que ce film est extrêmement touchant et il aborde vraiment plein de sujets très différents. Est-ce que tu as pleuré ? Alors oui, j'ai versé ma petite larme. Qu'une seule ? Alors j'ai beaucoup de mal à pleurer de façon générale parce que je suis un garçon, hein, évidemment. Voilà. Mais j'essaye de plus en plus de me libérer de ces émotions-là et d'accepter d'être touché lorsque je vois des choses aussi prenantes au cinéma. Et effectivement, vers la fin. Même à la moitié du film, je pense qu'on peut... Avant, tu ne te permettais pas de sentir des émotions devant les films ? De ressentir des émotions tout court un petit peu, hein, parce que quand on a été éduqué dans une certaine... Merci. Ouais, d'accord, Kratos.
Non, mais j'avoue aussi que j'ai chialé ma race. J'étais avec Axel qui m'a vu hyperventiler. Comment on dit squirm? Genre, je bougeais dans mon siège, j'étais complètement inconfortable, j'étais suffoqué. Et j'étais tellement ému par ce film que juste après, on a mangé Burger King. C'est un lot de consolation, c'est quoi? Oui, le film est inspirant et quand je vois ce gars manger, je me suis dit bon, j'ai envie de. Non, je déconne. Mais, non, c'est lui qui m'a dit Burger King et donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais non, ce film est extrêmement touchant. Mais en fait, comme je pense que Darren Aronofsky, c'est un de ces réas qui, même si on l'aime ou on l'aime pas, forcément, un peu comme Lars von Trier ou Gaspar Noé ou Bruno Dumont, ils vont forcément te marquer. C'est quasiment impossible, à part si tu es un psychopathe, de ne pas être au moins ému ou touché ou troublé par son cinéma. C'est un peu le Bambi pour les adultes, vous voyez. Mais je trouve qu'il y a... Non, mais vraiment, c'est ça. Et je trouve que néanmoins, il a un talent, Aronofsky a un talent complètement consistant quand ça vient à son formalisme, à sa forme et à son style. C'est un gars qui arrive à faire quelque chose qui monte au niveau du génie, dans la mesure où il est très versatile. Il est comme Ang Lee, tu vois, genre il arrive à chaque fois changer de style. Je suis assez d'accord, je me suis fait une bonne partie de sa filmographie. En vrai, c'est vrai qu'il a une sacrée diversité. C'est incroyable. Ouais. Quand tu compares le montage hip-hop formaliste de Pi ou The Fountain ou surtout Requiem for a Dream, et ensuite on fait la juxtaposition avec des choses qui sont complément terre à terre, avec des montages invisibles et une plasticité complètement réaliste comme dans Wrestler et même Mother, à part pendant certaines scènes on va dire épiphanique. D'accord. mais la plupart on est dans le réalisme et donc là c'est complètement consistant. Là où Darren Aronofsky, je dirais, n'est pas consistant, c'est sa manière de gérer sa forme. Darren Aronofsky, comme Nina va nous élaborer plus tard, est absolument fasciné, obsédé par les obsessions. Il adore des personnages qui sont obsessionnels et qui vont aller à des distances extrêmement loin pour atteindre leur but et qui souvent vont leur détruire. Et ça peut être absolument fascinant et c'est extrêmement bien réussi dans, je dirais, des films comme The Wrestler. Par contre, dans The Whale, c'est un peu plus difficile. Formalisme, ça marche parfaitement. C'est extrêmement émouvant. Mais putain, c'est en fait lorsque Darren Aronofsky va prendre des thèmes et va filmer des scènes qui nous bouleversent, mais qui sont faciles. Elle manque de point de vue, selon toi? Pas de point de vue. Elle manque de subtilité. Oh oui. Yeah, exactly. Je vais vous Tu veux donner un exemple peut-être sur The Whale? Ou si tu veux, on en parle plus tard. Tu as quelqu'un qui est morbidement obèse, qui est handicapé, donc immédiatement, ça ressuscite une pitié ou une sympathie, qui veut absolument reconnecter avec sa fille, qui le déteste. Ceci est un thème qui forcément va tous nous toucher. Et ça, souvent, en fait, ça me paraît personnellement comme de la manipulation. Est-ce que vous voyez? Ouais, mais bon, c'est quand même que de la manipulation. Enfin, je veux dire, quand on fait de la mise en scène, c'est que ça. Quand on écrit, c'est que ça. Moi, je pense que c'est justement... on peut le juger pas subtil, mais le fait de faire arriver la quête de la fille à Charlie, c'est justement pour, par effet de contraste, nous faire ressentir de l'empathie pour Charlie. Totalement d'accord. C'est juste que, pour vous faire une analogie, est-ce que vous voyez, je sais pas, il y a un bouquin de Blake Schneider qui s'appelle « Sauve le chat ». Sauver le chat, c'est une technique pour faire aimer le protagoniste. C'est-à-dire que le protagoniste va sauver un chat, un animal dont Nina est très fan. Oui. Et donc, imagine, Nina, que lorsque tu vois quelqu'un sauver un chat, forcément, ça te touche. Mais néanmoins, c'est facile. Bien sûr. Right. Et donc,
Mais je trouve ça peut-être un peu dur de dire que c'est un prétexte. C'est ce que tu es en train de dire, que C'est-à-dire on utilise en fait ce personnage pour créer de la pitié chez le spectateur, et que finalement ce sujet ne serait finalement qu'un prétexte pour créer une émotion chez le spectateur. Non, c'est pas nécessaire. Aronofsky, j'ai l'impression que c'est un petit peu sa ligne édito, quoi. C'est une grande partie, mais je dirais que néanmoins, c'est un gars avec quelque chose à dire, stylistiquement et en termes de contenu, très souvent. The Whale, c'est juste l'ultime exemple du prétexte, je dirais. Parce que, véritablement, c'est... Lorsque tu vas prendre un handicapé qui est au bout de mourir, qui veut faire quelque chose comme reconnecter avec sa fille et qui ne peut pas, forcément, ça va nous toucher. Et je trouve qu'il y a, comme j'ai dit avant, une facilité là-dedans. Donc, prenons l'exemple du chat. Ça, lorsqu'on regarde le chat, lorsqu'on regarde quelqu'un sauver le chat, on voit immédiatement que c'est de la manipulation au mauvais sens du terme. Pas manipulation dans le sens intelligent, ce qui est très bien, mais dans le sens facile. Darren Aronofsky va prendre un truc comme ça, mais il va le mettre à l'extrême. Il va le pousser à l'extrême. Donc, je sais pas. Dans ce cas-là, imagine, tu as Geoffrey de Game of Thrones qui prend un petit chaton et qui le met dans un blender. Et tu vois tout le sang gicler. Et donc, évidemment, on est touché, c'est impossible. Ouais. Et là, t'as Fraser qui le voit, il fait « Non, miaou, miaou !» C'est triché, en fait. Il prend un autre chat, il va le mettre. Brandon Fraser, il arrive à se lever, il court, il saute sur un tremplin, il explose la gueule de Geoffrey. Il se met debout, il sauve miaou, miaou. L'écran s'arrête et on voit, je sais pas, les mots genre Tomb Raider 3. Quoi? Tu vois, genre, je veux voir ce film. Je veux voir ce film. Je veux qu'on fasse un court-métrage de ce film. T'as envie de le voir, mais néanmoins, c'est complètement retardé. So retarded. It's so retarded. C'est extrêmement facile. Et moi, j'ai cette impression avec des trucs comme Darren Aronofsky, où c'est genre... Mais attends. Oui, est-ce que tu peux préciser, est-ce qu'il s'agit pour toi du personnage joué par Brendan Fraser, du coup, qui serait ce prétexte-là, ou uniquement le fait que l'histoire avec sa fille? Les deux. Les deux, d'accord, ok. Voir un handicapé chialer en permanence et en souffrir, j'ai eu un peu l'impression de voir Amour de Haneke. Non, allez. You know what I mean? C'est genre, il y a aucun challenge dans le fait de nous sentir des émotions, même si... T'as l'impression d'avoir Aronofsky qui te regarde, qui te prend, te met la main sur l'épaule avec un gun dans l'autre main et te dit « chiale maintenant ». Non, il me dit « aie peur ». D'accord. Et j'ai un flingue à ma tête, donc forcément j'ai peur, mais c'est facile. Genre, ça marche. Genre, il a mis un shotgun dans ma bouche. Et donc, évidemment, je me pisse dessus. Mais je ne suis pas, même si je suis impressionné, je ne sais pas si mon analogie marche, mais je suis... On la comprend, en tout cas. Oui. J'aimerais beaucoup revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus après? On va laisser Nina. Voilà, c'est ce que j'allais te... On va laisser Nina nous dire son avis. Tout à fait. Allez, remonte un petit peu le niveau, Nina. Alors, un peu compliqué, je suis assez d'accord avec Olivier sur Darren Aronofsky, bien que c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Je pense pas que ça soit le meilleur réalisateur de sa génération pour autant. Enfin, l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération pour autant, mais je pense que c'est un réalisateur très intéressant, justement aussi pour ce côté... Aronofsky, il a un peu la subtilité d'un pachyderme, quoi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu revenir dans des critiques et je trouve que ça lui va très bien. Et c'est un ensemble de choses. Hein. Dans The Whale, c'est vraiment un ensemble d'éléments. C'est la musique, c'est la mise en scène, c'est les cadres. C'est ce personnage qui est à la fois très repoussant si on en croit les codes de la société actuelle et en même temps extrêmement pur. Enfin, il a un côté très innocent. Enfin, c'est presque un enfant. Puis c'est un personnage qu'on ne peut qu'aimer. Donc, je ne sais pas quoi penser de The Whale à cause de tout ça. C'est un film que j'ai à la fois effectivement trouvé bouleversant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film, comme souvent pour le coup, parce que moi je pleure assez facilement, contrairement à Jonathan. Mais j'ai aussi mais j'ai aussi l'impression de me faire manipuler par Aronofsky, quoi. J'ai un peu l'impression qu'il joue avec mes émotions, mais extrêmement facilement, et de par son manque de subtilité, mais qui pourrait me déranger chez d'autres réalisateurs, mais qui me dérange pas forcément tant que ça chez Aronofsky, parce que ça marche sur moi. Ça a marché sur moi aussi sur Requiem for a Dream, que j'ai revu pour le podcast, et d'où Jésus, ce film.
Les 15 dernières minutes de ce film sont insupportables. J'ai Je n'ai passé pas une voulu très prendre mauvaise ce risque. séance devant Requiem for a Dream. Pareil. Ah, c'est un film, c'est un sacré film. Hein. Je dirais que c'est encore pire que The Whale. I mean, littéralement, c'est 15 dernières minutes. On a en montage hip-hop à la fois une vieille dame qui se fait torturer, électrocuter, un noir qui est mis en esclavagisme, un Jared Leto, un Morbius qui se fait couper le bras, et en même temps, on a Jennifer Connelly qui littéralement se fait enculer. C'est en même temps. C'est absolument affreux, mais pareil, tu as cette sorte de facilité. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il en joue pas, justement? C'est-à-dire On pense que c'est de la triche et tout, mais peut-être que c'est pas le thème, enfin, c'est pas vraiment l'intention derrière ce montage alterné ou parallèle, je ne sais plus, je ne sais jamais. Mais Parallèle. peut-être que parallèle, je pense pas forcément que l'idée, ça soit de mettre tous les trucs les plus durs et gore possibles dans un temps donné pour te tirer de l'émotion. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Il y a sûrement autre chose. Peut-être qu'il y a une intention de réalisation Mais de mettre en scène. Requiem for en termes de formalisme, encore, c'est un génie absolu. Et en termes d'histoire, ça parle de manière extrêmement convaincante. Juste le Snorri-Cam dans Requiem for a Dream. Ouais. Incroyable. Et en plus, genre, l'histoire de Requiem for a Dream, c'est Hubert Selby Jr. C'est basé sur ce bouquin. Hubert Selby Jr., c'est un des meilleurs écrivains du XXe siècle. Il y a absolument du contenu. C'est juste que je trouve qu'il y a ce qu'on appelle... C'est du torture porn, à un moment. Et ça ne veut pas Je sais nécessairement... pas. Hein. Ah ouais? Je pense qu'il y a des films pires à ce niveau-là. Oh, pire, ça, Ah c'est oui, sûr. il y a clairement Il y a des pire. films hein. beaucoup plus dans la bien recherche pris. justement Oui, on pourrait parler de Salo et les 120 journées de Sodome, franchement. Non, on parle Requiem for a de Dream. PG-13 ici. De PG-13. ça veut dire Ça veut dire Parental Guidance Under 13. Ah. Est-ce que ça l'aide? En gros, c'est les films, moins de qui 10 sont ans, quoi, moins en de 10 ans. France. Oui. Non, même pas. Pour vous donner une idée, Non, mais parce qu'en fait, le film qu'a cité Jonathan, c'est dans des trucs dont on va rarement parler ici, quoi. C'est clair, mais en même temps, Requiem for a Dream. Si on veut j'espère trouver pire, qu'il il y aura est interdit toujours au moins pire. de 12 ans, quoi, quand même. Donc, juste 12 ans, j'étais Ouais, choqué. plus, Juste hein. 12 ans? Non, juste 12 ans. J'espère 12 ans. plus, non? Oui, Non, j'ai 12 ans. regardé mais, sur mais le tu ciné. sais qu'en France, c'est complètement différent. Je suis sûr, yeah. dans d'autres pays, il est interdit de diffusion. Mais aux États-Unis, c'était NC-17. Mais pour vous donner une idée à quel point, en parlant de Wes Anderson avant, Darjeeling Limited, c'est interdit au moins de 17 ans. Pourquoi? Parce qu'ils disent Did you fuck that Indian girl? Tu vois, quand Adrien Brody dit ça, Parce qu'il y a un gros mot, c'est interdit Ouais. au moins de 18 ans? ouais, tu ne peux pas dire fuck 2 fois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est Wes Anderson. Yep, C'est pour les enfants. ils s'en foutent. Ouais, il y a plein d'autres techniques comme ça. hein. Il n'y a pas Scorsese avec Taxi Driver qui était sur le point d'être X carrément. Oui. Et il l'a baissé à R rated, c'est Oui, ça? oui. Parce à la colo, il a baissé la saturation du sang du Exactement. rouge. Et ben voilà, Il se disait qu'il allait tuer les mecs de Warner Bros. Ouais. Je pense que c'était Warner Bros. Je pense c'est pas plutôt genre l'équivalent du nous en France c'est pas le CSA qui fait les classifications de oh putain, je trouve que je dis une énorme connerie. Bref, il y a une organisation pour ça et en gros tu parles de l'équivalent aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc Ouais. mais j'étais quasiment certain que c'était des mecs de Warner Bros, mais je me trompe. Mais ils voulaient les tuer. Ouais. Et tu as eu Coppola, De Palma, apparemment c'est juste un rumeur, sont tous venus le voir dans son appartement pour le combattre et ils n'ont pas pu. Et la dernière minute, il a eu cette idée et ça a pu être R-rated. Ce qui veut dire interdit au moins de 17 ans, comme The Darjeeling Limited. Donc voilà, si vous avez un problème de faire accepter votre projet ou pas, pensez en premier lieu de tuer la personne qui est contre votre projet. Nina, est-ce que tu avais terminé avec ton avis? Oui. Globalement, oui, on peut Ok. passer à autre chose. Ok, à mon avis peut-être, si ça te dérange pas. Après, je Peut-être. veux vraiment pas non, t'embêter. ça me dérange, on va passer à autre chose. Ok. Allez, vas-y, tu prends le lead. Non, plus sérieusement, ouais, je vais parler de The Whale. Et en fait, je vais laisser toute objectivité de côté. Là, j'ai envie de laisser un petit peu, tu vois. Là, on a été très, très, très pragmatique sur le sujet. Moi, je vais être objectif plus tard. Ce film m'a fait chialer ma race, donc... voilà, comme beaucoup de gens autour de la table. Et je vais parler d'un truc assez abstrait. En fait, il fait partie de ces films, vous savez, qui font pas forcément partie de vos films préférés, parce qu'il manque forcément beaucoup de choses pour rentrer dans cette catégorie-là. Mais il fait partie des films qui, en fait, vous ont touché au plus profond de vous grâce à l'exact dosage de ce qui fait la particularité du film, le concept du film. Ici, on a donc on a le huis clos. J'aime beaucoup l'enfermement, la honte, ce qui touche au divin, encore une fois, avec Aronofsky. Tout ça, je trouve ça a été pleinement utilisé. Et en 2 visionnages, j'ai d'ailleurs réussi à
à découvrir encore de nouvelles choses, qui est synonyme de films que j'apprécie en général. Et je trouve que la création d'empathie autour du personnage de Charlie, qui est profondément touchant, et les conflits qu'il rencontre n'entrent jamais dans le trop mélodramatique, selon moi. Et en fait, tout ça m'a permis de me faire complètement rentrer dans la bulle qu'a réussi à créer le film, et j'en ai été parfaitement client. Et donc, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas trouvé The Whale trop mélodramatique. Croyez-moi, j'ai vu The Sun, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, c'est un film sur lequel on pourrait le comparer sur certains points, dans le côté film à performance, Oscar, et ce qui touche un peu à la dépression. Mais bon, voilà, oui, il y a plein de thématiques qui se rejoignent. Ouais, voilà. Bon, pas pousser le truc trop loin, mais voilà, on pourrait rejoindre certaines choses, mais en fait, j'ai trouvé du coup le thème et l'intrigue de The Whale bien plus palpable et prenante et légitime entre guillemets, mais bon, il faudrait que je vous parle de The Sun, mais je vais pas le faire. Et en fait, je trouve qu'il y a un point de vue plus intéressant. Aronofsky fait vraiment le choix de montrer ce qui fait tâche dans la vie, sans jugement, mais sans pour autant faire de compromis. Il montre quand même les mauvaises choses que engendre sa dépression et son addiction, avec une certaine distance, de sorte à pas rentrer dans trop de voyeurisme un peu malsain. On est face à quelqu'un qui veut plus faire d'efforts, qui s'enferme, qui veut mourir de cette dépression et de cette addiction. Et en fait, tout est terne chez lui. Ça va de sa santé à ses vêtements jusqu'au fait au production design même de l'appartement. Il y a pas une touche de couleur, quoi. Si ce n'est peut-être à la fin, sa fille et donc ce rayon de soleil qui entre par la porte. Donc très très significatif. Ça, c'est le moment où j'ai commencé à sangloter. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Et la touche que va ajouter notre ami Darren, donc on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'arrivée de la quête de la fille qui va permettre de révéler en fait toute la bonté du personnage de Charlie, toute sa capacité à croire en l'être humain, à vouloir aider les autres malgré ce qu'il a vécu. Et en fait, je l'admets, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. En fait, c'est des thèmes moraux que j'apprécie beaucoup, auxquels je suis très très sensible, et du coup et qui je trouve a été très bien géré dans ce film. Je trouve que ça a été amené de manière intéressante. Et aussi la musique. Moi, j'ai carrément téléchargé l'album du film, tellement elle m'a touché. Je trouve d'ailleurs qu'elle est toujours là pour accompagner. Elle prend pas le dessus, tout simplement parce que moi je trouve que le jeu et la mise en scène étaient suffisants durant tout le film. Ça prend jamais le dessus. Et si je dois rajouter une touche d'objectivité pour finir, je dirais que adaptation de théâtre et huis clos oblige un peu, mais il y a quelques dialogues explicatifs, je trouve. Je trouve qu'il y a des répliques qui sonnent un petit peu théâtre et explicatif. Par exemple, on a la scène où Liz, du coup, l'infirmière, parle au ce jeune missionnaire de New Life et qui explique plus ou moins le passé de Charlie. Mais voilà, il y a d'autres petits passages comme ça, mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que les soliloques, c'est comme ça qu'on le dit en français ? Les soliloquies. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est le monologue. Ouais, monologue, tu peux dire monologue, tirade. Oui, ça marche. Tirade, c'est extrême, je dirais. Ouais. Non, mais on utilise tirade pour quelque chose de des fois un peu véhément ou violent, mais en fait c'est juste comme ça que ça s'appelle. D'accord. Parce que théâtre par exemple. Tirade, c'est long, je crois, non ? C'est un long monologue, une tirade. Et quand tu attaques quelqu'un normalement. Non, monologue c'est très long. Une tirade c'est genre, je pense vraiment à une pièce de Corneille, tu vois. Quand j'entends une tirade, tu vois. D'accord. Oui, parce que non, mais je trouve qu'ils le font en petite dose et personnellement, ça m'a pas tellement dérangé. Mais est-ce que je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Comment est-ce que, je suis très curieux, comment est-ce que Darren Aronofsky arrive à ne pas tomber dans le voyeurisme et en général, comment est-ce qu'on puisse filmer de la souffrance intime sans tomber dans le voyeurisme ? Moi, je pense, regarde, si on prend le problème je vais donner un exemple qui, je pense, ce qu'il aurait fait s'il serait tombé dedans, c'est genre, quand il mange beaucoup, tu vois, dans toutes ces scènes-là, je trouve que il montre la réalité des choses, mais il n'y a pas une exagération. Et il veille toujours, d'ailleurs, son personnage est écrit de la sorte à ce que, au début, on le voit, quand il mange, quand il fait ces trucs-là, il culpabilise, tu vois. Il n'y a pas ce truc où, donc un moment plus tard dans le film où il craque et il pète littéralement un câble, mais il veille toujours à ne pas montrer une parfaite harmonie dans le fait de manger, de dévorer ces choses-là. Il vient pas de faire des close shots ici, bon, vous avez que le son, mais genre proche de la bouche, en fisheye, où il y a tout ça. Il y a un travail du son sur
tout ce qui est rapport à la nourriture, mais ça va jamais venir être grossier ou exagéré. Peut-être qu'il n'y a pas de jugement en fait, c'est ça que oui, comme je l'ai dit en fait, il n'y a pas de jugement vraiment moral quoi. Pour autant, il va pas te dire donc comme il n'y a pas de jugement, il te dit pas c'est bien ou c'est pas bien, mais il va pas non plus te dire c'est ok avec ça, tu vois. Il y a quand même cette différence qui est faite. Et avec quoi je voulais finir, il y a des passages on voit tout son corps qui, en fait, je trouve qui est incroyable, mais ça je pourrais en parler un petit peu plus. Son corps est incroyable. Je veux dire le travail de l'espace et tout, mais ça j'en parlerai dans un axe plus tard. Ça devient jamais ultra dérangeant quoi. Ultra malsain. Bon après, c'est la sensibilité de chacun. Au début. Laquelle ? Non mais toute pas dans le mauvais sens du terme, je trouve. La toute première scène, moi je trouve justement il y a, oui bon, en fait on peut en parler. Hein. C'est important, je pense, de parler de cette première on peut spoiler en fait sans. Tu vas en parler plus tard ? Non, mais on passe. Tu as fini ton avis. On passe au débat sur le film. Ou En fait, non, on va déjà parler. Il y a une petite section pour qu'on réponde aux avis de chacun. D'accord, pardon. Donc à ce moment-là, en fait, on peut parler de cette scène si tu veux. Moi, je trouve qu'elle n'est pas, ultra dérangeante parce que si d'entrée il nous aurait fait des plans surcutés très rapprochés sur ce qu'il est en train de regarder, le plaisir qu'il prend à se masturber et tout. Que c'est une scène de masturbation. Oui, c'est une scène de masturbation, mais je pense que les gens avaient compris. Mais oui, on parle effectivement de la scène de masturbation, mais il y a une certaine distance toujours et une distance physique ce coup-ci, pas seulement dans le jugement et tout. Il y a vraiment une distance où sa caméra elle est pas juste à côté de voir ce qui se passe et tout. Et surtout l'intérêt de cette scène-là, c'est pour montrer du coup les problèmes que ça engendre. Il peut même plus se masturber, il faut le dire. Mais c'est ça en fait. Sans avoir une heart attack. Je trouve cette scène absolument magnifique parce qu'elle raconte énormément de choses. Non mais si, non mais au-delà du premier avis qu'on puisse avoir sur cette scène, ce qu'elle raconte en fait, c'est qu'elle met en avant la difficulté pour des personnes en situation de handicap d'avoir une sexualité. Parce que donc dans cette scène, tu penses qu'elle est là pour ça ? Je dis pas qu'elle est là pour ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre avis qui est que Darren Aronofsky nous montre des scènes et les utilise pour manipuler le spectateur. Pour moi, c'est juste qu'elle permet de parler de ce sujet-là. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas central. J'ai vraiment pas ressenti comme c'était un axe de ce qu'il voulait raconter. Quoi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que voilà, ça existe et ça fait partie du quotidien de chacun en fait. Ça existe. Je suis d'accord. Et voilà, juste ça existe et on n'en fait pas non plus tout le centre du film. Juste voilà, Charlie est en train de se masturber en regardant du porno gay. D'accord, ok, voilà. Ça existe, point barre. Et, là, je suis d'accord. Le problème, c'est que même dans cet élément du quotidien, qui est peut-être une source de plaisir pour lui, une des rares sources de plaisir peut-être physique, il a deux doigts de la crise cardiaque, quoi. Donc ça, c'est difficile pour lui, quoi. Bien sûr. Mais je suis d'accord, je pense que c'est une scène qui est très importante, mais que j'ai eu du mal à évaluer avant de finir le film. Parce que je suis rentrée dans ce film-là avec cette scène-là, juste après la scène, justement, avec toutes les webcams des élèves de Charlie. Et en voyant cette scène-là juste après, je me suis dit, ok, déjà j'ai remis en question mon propre regard sur cette personne en situation d'obésité. Je suis d'accord qu'il y a clairement ça qui se pose à toi lorsque tu découvres le film. C'est ça. Donc c'est une scène que j'ai trouvée... je me suis remise en question parce que je me suis sentie mal à l'aise devant cette scène-là et je me suis dit, est-ce que je me serais sentie mal à l'aise si c'était une personne qui n'était pas en situation de handicap, une personne sans problème par rapport à ça. Et du coup, je m'en suis un peu voulu moi-même. Mais c'est normal, non ? Oui, c'est normal, mais je pense que c'est aussi ce qu'on a essayé de me faire ressentir et ça m'a énervé de moi-même ressentir ça et de moi-même être repoussée par une personne handicapée qui n'a rien fait de mal et qui fait juste quelque chose de très naturel et de très normal et qui ne devrait pas me choquer. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il est handicapé. Genre, c'est pas ça. Ouais. C'est pas le fait qu'il soit handicapé, c'est le fait qu'il est dans une situation physique qui est complètement morbide et ainsi nous avons une réaction qui est atavique, qui est dans nos tripes.
qui fait en sorte que, on va dire, montrer des gens dans une position sexuelle quand ils sont beaux nous fait plaisir. Quand ils sont pas beaux du tout, dans la mesure où leur condition physique nous rappelle littéralement la mort, c'est impossible d'être... De se plaire devant ça, plaire au sens d'aimer voir ça. Ça ne devrait pas être culpabilisant. Non, pas du tout. Ouais. C'est pour la même raison. Je sais pas, genre, t'as Margot Robbie qui te montre ses seins. Tu as Ryan Gosling qui fait un striptease. C'est cool. Personne va se plaindre. Par contre, si c'est Forest Whitaker. Ah non, je déconne, moi j'aimerais bien. Mais si c'est... Gérard Depardieu, je sais pas. Exactement. Si c'est Gérald Depardieu, si c'est Michael Caine, si c'est moi, on va tous vomir. J'adore vraiment toutes tes métaphores, elles sont incroyables. Merci. On comprend directement l'idée derrière. Thank mais you. je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est pas évident au premier abord de voir ces images, mais je trouve très intéressant qu'elles soient montrées parce que ça nous permet de nous questionner en fait sur qu'est-ce qu'on voit et pourquoi est-ce que ça nous dérange. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant le film. J'ai eu cette première réaction où j'étais un peu choqué et je me suis posé la question en fait, pourquoi est-ce que ça me choque ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui fait que j'ai un mauvais ressentiment là tout de suite sur le moment ? Et c'est par rapport à son corps. Et je suis d'accord, c'est pas simple, mais c'est tout à fait possible de passer au-delà de cette première impression. Et finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça pour moi. Et après, voilà, j'avais aucun problème à le voir évoluer dans son appartement tout au long du film, malgré le fait qu'on voit son corps nu, par exemple lorsqu'il prend sa douche ou torse nu lorsqu'il se déplace. Enfin, ça va, quoi. Enfin, c'est bon, au bout d'un Perso, moment. ça m'a pas dérangé du tout. Pas du tout non plus. Moi non plus. Ouais, genre, ça m'a rappelé un peu la scène d'ouverture de Nocturnal Animals. Ouais. Ah, ça, c'est le film de Tom Ford. Ouais. Et l'homme qui a sauvé ma vie. D'accord. Qui m'a permis d'avoir une vie romantique. Merci, Tom Ford. Non, vraiment, son parfum, ça marche extrêmement bien. Ah, d'accord. Le parfum, ok. Yes, le parfum. I swear, je promets, c'est juste le parfum. Mais non, il a une scène d'ouverture où, avec des femmes obèses, nues qui dansent et qui également veut créer un mal à l'aise. Et là, ça marche bien parce qu'il y a un côté un peu Ron Mueck, il y a un côté... Là, tu n'as pas l'impression qu'il met sa main sur ton épaule avec un flingue dans l'autre main et te dit « Sois inconfortable ». Non, pas du tout. En fait, ça me dérange pas de voir quelqu'un se branler. Genre vraiment, ça, c'est... Non, je parlais de Nocturnal Animals. Est-ce que là... pas vraiment, non. Pas vraiment. Okay. Je trouve que parce que c'est fait d'une manière qui est... Comment dire, qui est créative et qui aussi crée une sorte d'ambiguïté dans la mesure où, certes, ces gens ne sont pas beaux, mais je suis désolé, j'ai fait une nuit blanche, si je ne me rappelle pas de la raison pour laquelle c'était symboliquement intéressant, mais il y avait véritablement, dès le début, on comprenait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais c'est aussi simplement parce que la nudité ne me dérange pas du tout. Et donc, je pense que si je sais pas, j'étais mormon, là, j'aurais cette impression. Ouais. Mais là, et voir Fraser se branler, je m'en foutais totalement. Et je trouvais que c'était intelligent. On le voit pas vraiment aussi, c'est ça qui est... oui. Je dirais pas non plus que c'est suggéré, mais bon, on comprend, mais c'est pas malsain. Non, c'est pas malsain. C'est un peu comme... Ça m'a également rappelé la scène dans Aftersun où le gars, sans spoiler, mais le gars pleure et on le voit juste par derrière. Ouais. Il est également à poil. Et ça marche beaucoup, beaucoup mieux qu'avoir un gros plan à la Alain Guiraudy du mec qui se branle. Mais même, je trouvais... Il y avait un truc... You know what I mean? Mais il y avait aussi un truc intelligent, je trouve. C'est que le gars, le missionnaire, rentre dans l'appartement et il voit que le gars regarde du porno gay. Normalement, ça, c'est un vice. Red flag. Right. Un red flag, également un vice. Et pourtant, le gars
l'accepte. Et il n'est pas, au moins, on ne voit pas qu'il le juge, il ne part pas au courant, il l'aide et il continue à faire sa mission. Et ça, c'est très intelligent parce que si, je pense, il n'avait pas fait ça, si on ne voyait pas que ce gars est capable de surmonter ses préjugés, il serait un personnage détestable. Et puis nous-mêmes, nous n'en serions pas capables, peut-être, en fait. Ah ouais? Et je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'une sorte d'identification vis-à-vis du spectateur qui, le spectateur voit qu'un des personnages est capable de surmonter cette vision-là. Du coup, peut-être, il se dit, peut-être moi aussi, je peux le faire. Exactement. Ah, c'est pas mal ça. Of course. C'est pas mal du tout. Bon, eh bien moi je pense que 2023 est un très bon cru. Pas vous? Tout à fait. Pour l'instant. Yes. Très bon cru. Ouais, moi, Incroyable. Je trouve qu'il y a en ce moment pas mal de films au cinéma qui sont qui sont vachement intéressants. Enfin là en ce moment, il y a. Moi aussi, je me régale. The Fableman, The Whale. Il y a le film Mario le mois prochain. Mario qui va sortir, voilà. Les Trois Mousquetaires. Et puis là, on a Scream un 6. super film, Scream 6, 65, La Terre d'avant, Les Dinosaures, Jurassic World, Graou Graou, c'est ça qu'on veut. Et nous ne sommes pas sponsorisés, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des propositions. Voilà, on cherche des sponsors. Jonathan, tu voulais nous parler d'un axe particulier sur le film. Tu voulais nous parler de la question de l'adaptation de la pièce de théâtre. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé parler de ça. Après, en fait, c'était mon axe au début. Je te prie de m'excuser, Jonathan, parce que j'ai pas mis à jour mon document et c'est pas de ça dont tu voulais parler. Non, effectivement. Parle-nous de ce dont tu voulais parler. En fait, moi, j'aimerais en fait analyser certaines thématiques du film. Afin de répondre à une controverse qui a eu lieu un peu sur Internet. Accusant. Ta voix change, ça doit être quelque chose de très très important. Bah oui, c'est assez important, je trouve, parce que Darren Aronofsky, avec ce film, a été accusé de grossophobie. Et je trouve ça absolument mérité, scandaleux. Je trouve ça absolument scandaleux. Donc, j'aimerais, à travers l'analyse de différentes thématiques auxquelles le film nous propose de réfléchir, aborder quelques points concernant la controverse autour du film The Whale et qui accuse le réalisateur de grossophobie. Dans ce film, Darren Aronofsky est accusé de grossophobie en représentant à l'écran une personne atteinte d'obésité extrême, 272 kilos, et dont le corps nous est montré dans ses moments les plus intimes, même si la production choisit d'utiliser des prothèses qui sont posées sur l'acteur Brendan Fraser. Alors, il y a un premier point que j'aimerais clarifier tout de suite. J'ai lu dans un article qu'au lieu d'utiliser des prothèses posées sur un acteur de corpulence moyenne, Darren Aronofsky aurait pu engager un acteur en surpoids. Alors oui, mais non. Je suis tout à fait d'accord avec le principe d'engager un acteur directement concerné par le sujet du film. Cependant, dans ce cas précis, cela aurait, selon moi, d'importantes conséquences. D'une part, sur la production. On parle d'un acteur qui avoisinerait les 200 kilos, tant qu'à faire, allant au bout de l'idée. Ce n'est même pas envisageable, à mon avis, rien que pour sa santé, et je ne parle même pas des assurances. Ensuite, c'est vrai, Aronofsky aurait pu engager un acteur de forte corpulence, mais je ne pense pas non plus que ce soit une bonne idée aussi pour le bien de cette personne, car lorsqu'on voit la violence des réactions sur le sujet, je pense que personne n'aimerait être confronté à de tels commentaires sur son corps, même avec des prothèses. Je trouve que ça a l'avantage dans ce cas précis de protéger l'acteur et de garder à distance toute cette violence. Et pour finir, je dirais même que Brendan Fraser est très bien choisi pour le rôle, puisque lui-même a eu de très gros problèmes de santé à cause de son corps. C'est vrai, ça, oui. Ensuite, j'ai également lu, et c'est ce qui est principalement reproché au réalisateur, c'est que le film ne respectait pas la dignité des personnes dont il est question à l'écran, et donc qu'il était grossophobe. Alors là, on marche un peu sur les coudes, selon moi. Il y a quand même une chose primordiale à prendre en compte, c'est que ce film est adapté d'une pièce de théâtre écrite par Samuel Hunter, qui est également le scénariste du film et qui était inspiré de sa propre vie. Il explique d'ailleurs « J'ai commencé à travailler sur cette pièce il y a une quinzaine d'années. Comme Charlie dans le film, j'enseignais l'écriture d'essais à la State University du New Jersey. Au départ, le personnage ne souffrait pas d'obésité. Et plus j'écrivais, plus je comprenais que je devais parler de moi, qui ai grandi dans une petite ville de l'Idaho, qui a été traumatisé par le fait d'être gay dans une école chrétienne fondamentaliste et qui a pratiqué pendant des années l'automédication par la nourriture.
Donc, étant directement concerné par le sujet, je pense qu'il est très bien placé pour savoir ce qui est digne d'être représenté ou non, et que ce n'est pas, comme j'ai pu également le lire, une sorte de préfiguration de ce que l'avenir aurait pu lui réserver s'il n'avait pas réussi à se soigner de sa boulimie, qu'on est donc loin de l'empathie et bien plus dans le domaine de la fable morale. Si morale il y a, à mon avis, à aucun moment donné, le film ne dit « regardez ce qui va vous arriver si vous mangez trop », mais bien plutôt « regardez ce qu'il arrive lorsque l'on marginalise des personnes à cause de leurs différences ». Parce qu'on peut parler de l'homophobie dans ce film, qui est pour moi à la racine de la souffrance des personnages. C'est la double peine pour Charlie, qui est donc également homo, et qui quitte sa femme pour vivre une belle histoire d'amour avec Alan, son partenaire, comme il le dit, qui va lui être rejeté par sa famille qui dirige New Life, ou quelque chose comme ça. Et on apprend que c'est ce rejet qui va finir par tuer Alan. Alors là, le film aborde le sujet de la maladie mentale avec la dépression, puisque Alan va tout simplement mincir jusqu'à en mourir. Et je trouve que c'est particulièrement beau, car leurs dépressions sont en miroir, puisque Charlie développera, lui, un syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Et on peut imaginer à travers cette prise de poids que de façon inconsciente, Charlie essaye de prendre les kilos que son partenaire a perdus, un peu comme pour qu'il continue à vivre avec lui, en lui. Et à aucun cas, ce film est grossophobe. Je trouve au contraire que ce film prend des risques et qu'il est réalisé avec beaucoup de sincérité. C'est d'ailleurs un point central du film, la sincérité. Charlie sait qu'il va mourir et il essaie tout au long du film de réparer les erreurs qu'il a commises envers sa fille. Il reconnaît l'égoïsme dont il a pu faire preuve en vivant son histoire d'amour avec Alan au lieu de préserver la sphère familiale, même s'il en est parfaitement dans son droit. On peut divorcer et préserver une sphère familiale. Et il essaye de lui expliquer qu'il a toujours voulu faire partie de sa vie. En est pour preuve la rédaction qu'elle a écrite sur le roman Moby Dick, que Charlie encense comme l'un des meilleurs essais qu'il ait lu, qu'il a sur lui en permanence et qu'il s'empresse de lire à chaque fois qu'il est sur le point de mourir. Pourquoi Charlie trouve-t-il que cet essai est l'un des meilleurs qu'il ait lu ? Bon, évidemment parce que c'est sa fille qui l'a écrit, mais surtout parce que c'est un avis sincère. Et c'est précisément ce qu'il essaie d'apprendre aux élèves auxquels il donne des cours d'écriture en ligne. Écrire quelque chose de sincère. Je trouve cette quête de la sincérité très intéressante. Pourquoi ? Parce que la sincérité permet de montrer les choses telles qu'elles sont et de nous questionner sur le regard que l'on porte sur elles. Dans sa rédaction, Ellie exprime l'ennui qu'elle éprouve en lisant le roman Moby Dick. Pour elle, le narrateur ne fait que s'inventer une histoire pour tromper l'ennui de sa misérable existence. Un combat contre une baleine. Et c'est exactement ce que fait Charlie. Il donne des cours d'écriture pour continuer à exister tout en se battant contre lui-même, qu'il finira par tuer en ingérant de la nourriture jusqu'à en mourir. Et c'est une des raisons pour laquelle les films et les histoires existent, pour se divertir, vivre autre chose que notre quotidien. Et quoi de plus sincère qu'une image ? Charlie le dit lorsqu'il découvre la photo de lui que sa fille a postée sur les réseaux. Alors ne faites jamais ça, c'est du harcèlement, vous risquez d'avoir de très gros ennuis et de faire souffrir inutilement des personnes qui sont certainement déjà mal dans leur peau. Au lieu de se sentir blessé, Charlie, qui n'est sans doute plus à une humiliation prête, trouve cette image sincère. Il est reproché au réalisateur de montrer le corps du personnage de Charlie de façon choquante, sans pudeur. Mais évidemment que c'est choquant, qu'il y a un malaise à voir le corps de cet homme. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se questionner sur pourquoi est-ce que cela nous dérange, plutôt que de s'offusquer du fait de voir ces images. Et je trouve au contraire même que le corps de Charlie n'est jamais montré pour en rire ou se moquer, comme par exemple dans des films comme Norbit ou le professeur Folding, qui, j'en suis sûr, seront considérés comme beaucoup plus acceptables par ces mêmes personnes, puisqu'on peut en rire. Darren Aronofsky se défend d'ailleurs en disant « Les personnes obèses sont généralement écrites comme des méchants ou comme des blagues. Nous, au contraire, nous avons voulu créer un personnage en 3 dimensions. Charlie est très égoïste, mais il est aussi plein d'amour et cherche le pardon. » Ces accusations n'ont donc pour moi aucun sens. Elles sont pour moi le reflet d'une société où la différence physique et les différences en général sont très mal acceptées, dans laquelle il existe pour les femmes et les hommes un culte du corps qui doit correspondre à certains critères pour être acceptable. Et pour moi, ce n'est pas au réalisateur de changer ce qu'il nous montre parce que cela nous dérange, mais bien à nous de changer notre point de vue sur ce qui nous est montré. Et c'est tout à fait possible. Voilà donc mon point de vue
sur la controverse sur The Whale. Attends, je voudrais bien répondre. Oui, mais bien sûr. Ah, Jonathan, avant. Fais donc. Je t'en prie. Alors, c'est intéressant parce que j'avais pas entendu ces controverses sur l'accusation de grossophobie de Aronofsky, Moi non mais plus. j'avais vu sur Twitter justement des personnes grossophobes qui rejetaient ce film parce que ça mettait en scène un personnage gros, tout simplement. Et ça va du coup dans les deux sens. C'est ça qui est vraiment un petit peu paradoxal. Mais ça m'étonne beaucoup. Mais en fait, je pense qu'il y a d'un côté les commentaires des spectateurs sur le corps du personnage, et d'autre part, en plus de ça, des journalistes qui ont écrit leur avis là-dessus et qui disent que Aronofsky représente sans dignité le corps de ce Et personnage. c'est très différent quand c'est des journalistes que quand c'est des gens sur Twitter. Parce que sur Twitter, tu peux trouver... Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, tu vois. Genre, mais lorsqu'un journaliste le fait, un journaliste a un... J'ai oublié le nom exactement, mais il a un serment. Il a c'est l'équivalent du serment d'Hippocrate. Et notamment parce qu'un journaliste a une influence énorme. Et, Tout à fait. ouais, et donc leur avis est beaucoup, beaucoup plus important. Et je suis d'accord avec toi que... En fait, je dirais que ce qui est véritablement irrespectueux envers les gens qui sont gros ou obèses, c'est d'accuser The Whale de grossophobie. Complètement. Parce que The Whale, enfin, c'est quand les gros regardent Eric Cartman, genre ils vont pas, tu vois, le gars dans South Park. Certes, ils vont peut-être rire, mais ou dans Norbit par exemple, ces personnages ne résonnent pas avec eux. Ils vont voir des personnages qui, dans la vraie vie, vont avoir des problèmes qui sont similaires à eux, mais ils vont être... Ce sont des caricatures. Exactement, et c'est complètement dérisoire. Là, ils ont, pour la première fois, ou peut-être pas la première fois, mais il y a Precious aussi qui est comme ça, mais où là, ils ont un personnage qui n'est pas dérisoire et qui véritablement vont avoir une sympathie et un respect pour le réalisme et un véritable effort pour faire un bon film là-dessus, 3-dimensionnel. Et donc là, on a des gens qui vont utiliser ce truc de fatphobie, qui est un vrai problème parfois, et le détourner pour participer à la cancel culture. Et je trouve juste pour donner pour se sentir intelligent. Exactement. En fait. C'est vraiment rentrer dans l'air du temps avec des gros sabots et de pas du tout savoir où est-ce qu'on met les pieds pour moi, parce que finalement cet avis-là ne fait que révéler leur grossophobie à eux. Exactement. Et je trouve ça fou qu'ils n'arrivent pas à avoir un autre point de vue sur le film, d'être capable de parler d'autre chose, parce que pour moi, Ouais, mais la majorité c'est pas l'ont le sujet principal. Puis la majorité l'ont pas vu. Et en plus de ça, probable. Les arguments des journalistes. eh bien, je peux faire un petit florilège de commentaires et d'arguments que j'ai trouvés. Donc, je vais certainement pas dire où est-ce que j'ai trouvé ça, mais bon, ça, Je veux une carrière. ouais, peut-être, mais vous pouvez taper ce que je dis sur internet et puis voilà, vous trouverez. Donc, on a par exemple The Whale, une œuvre qui prétend défendre des valeurs d'empathie et de soin et qui n'est rien d'autre qu'un film choc assez monstrueux. Dans celui-ci, le meilleur sort auquel puissent rêver les gros, c'est de se racheter une conduite avant de manger jusqu'à la mort. Je trouve ça d'une violence extrême. En fait, c'est fou parce qu'on prête à Aronofsky une espèce de côté je vais sauver l'image des personnes grosses et en mettant en scène un personnage gros qui va être extrêmement positif et représenter tout ce qu'il y a de bien dans le fait d'être gros, ou je sais pas, tu vois. Mais là, c'est pas un personnage gros, c'est un personnage qui est en situation de handicap pour le coup et qui Merci Aronofsky de nous avoir montré que les personnes grosses ont aussi un cœur. Enfin, franchement, je m'en serais pas douté il y a pas avant. du tout cette morale-là de regardez, si vous mangez McDo toute votre vie, vous allez finir comme ça et c'est mal, etc. Enfin, c'est pas du tout le propos pas du du film. tout. Quoi. Non. Et puis dans un pays où en fait, aux États-Unis, 74% de la population est en situation d'obésité. Non, pas d'obésité. Pas De d'obésité. surpoids. Ou de surpoids, Ah ouais, c'est différent. Mais c'est pardon. 30%. Excusez-moi. 30% c'est obésité. Chez les femmes. Il y a quand et même chez les hommes. 30% d'obésité. Non, c'est vraiment un problème. Ah ouais. On a... Alors,
C'est ce que j'ai lu dans un... J'ai que lu une seule source, c'était dans un bouquin. Donc peut-être que j'ai tort, mais surtout après le Covid, après tous ces couvre-feux, véritablement l'obésité est un problème extrêmement grave. Ouais. Extrêmement grave. Mais c'est incroyable, mais la première cause de mortalité, c'est le problème cardiovasculaire. Aux États-Unis oui, ou aux États-Unis. C'est absolument dingue. Ah non, mais oui. Il y a 50, 70 ans, c'était absolument impensable que ça arrive. C'est que les gens meurent parce qu'ils mangent trop. C'est un phénomène qui est sans précédent, mais c'est aussi que la bouffe en Amérique c'est un poison. C'est totalement un poison. Ça cause non seulement l'obésité, mais ça cause de la dépression, ça cause de l'arthrose, ça cause des diabètes. C'est un véritable problème. Mais en même temps, ce qui est vraiment bien avec The Whale, pour y revenir, pour rester sur le sujet, c'est que ils n'ont pas besoin de dire, c'est comme les trucs qu'on peut voir en cours pour nous rappeler des choses absolument évidentes. Si vous mangez McDo chaque jour, vous allez devenir obèse. C'est genre, heureusement, Aronofsky nous prend pour des gens intelligents. Ouais. Il n'a pas besoin de nous le dire. Il peut simplement le montrer sans jugement. Et donc ça, c'est vraiment... Il fait confiance à son spectateur. Exactement. Il trouve une très belle subtilité, ce qui est que on va pas le juger. On n'a pas besoin de dire « regarde ce qui te passe, oh là là, c'est absolument atroce ». Mais en même temps, quand tu regardes ça personnellement, si moi j'étais en surpoids et je regarde ça, je me dis « putain ». Genre véritablement, il y a des vrais problèmes avec ça. Et j'aurais envie de faire un effort. Comme quand je vois Magic Mike. Là, je vois ces gens-là avec leur six-pack, avec leur pecto. Je vois comment ma copine les regarde. Surtout, par exemple, quand on va regarder Jason Bourne, je me dis, putain, il faut que je... Et c'est grâce à ces films-là que je fais du sport. The Whale, c'est pareil, sauf que c'est bon. C'est un peu différent. Mais... Ouais, donc là, tu rentres un petit peu dans le mécanisme de un petit peu de cathartique, je n'ai pas envie de ressembler à ça. Est-ce que c'est cathartique, ça ? Je pense je pense que c'est complètement... C'est cautionnaire. C'est cautionnaire. Non, mais je dirais cathartique, je sais pas. Cathartique, c'est le fait de pouvoir relâcher des émotions, de ressentir des émotions extrêmement fortes pour ainsi se purifier. Mais c'est ça. Pour moi, c'est un peu il peut y avoir cette sensation-là, en fait. Et je trouve que c'est pas une bonne chose d'avoir cet effet cathartique en regardant ce film, parce que pour moi, c'est pas du tout ce que le spectateur doit, l'état dans lequel doit rentrer le spectateur, parce que justement ça participe un peu à de la grossophobie, et parce que justement tu te dis oh mon Dieu, il faut que j'arrête de manger, il faut que je fasse attention à mon alimentation, tout ça, etc. Je vais me faire une salade à midi parce que j'ai vu The Whale. Pour moi, c'est pas ça, tu vois. Justement, enfin, c'est pas quoi. Il faut pas c'est pas ça qu'il faut se dire en regardant ce film. Mais je trouve qu'il y a cet effet-là. En fait, il y a cet effet-là, mais je suis assez d'accord avec Jonathan. Je pense pas que par contraste, il y a une volonté d'éveiller la conscience de chacun là-dessus. Je pense. Non. Je pense pas du tout non plus. Ah ok. Je pense que c'est juste un effet. Ouais, voilà. Il n'a une conséquence. C'est une conséquence de voir ça, et je pense que c'est une très bonne chose au final, parce que ça fait en sorte que le film va dépasser les paramètres du simple... Can you stop playing footsie with me? Excuse-moi, je fais 2 mètres. It's okay. Non, I'm just joking. Non, mais j'ai senti son pied en train de I was like, est-ce que je dis rien? Est-ce que je suis soumis? En fait, ce que ça permet de faire, c'est qu'il y a un message... C'est pas du tout engagé, mais le message va ouvrir les horizons et dépasser les périmètres de l'histoire elle-même. Parce que pour les gens qui sont en surpoids, mais c'est pour eux, c'est absolument nécessaire que vous perdiez du poids. Sinon, vous allez souffrir énormément.
Et il y a une myriade de problèmes qui vont avec ça. Vous allez avoir des vies extrêmement plus difficiles. Vous faites du mal à autrui, c'est-à-dire à votre famille. Non, mais c'est vrai. Les Alors, problèmes. j'ai du mal avec ce genre les de problèmes- mots. Oui, moi aussi un petit peu. Je te Pourquoi rejoins un peu, Nina. Peut-être tu veux, Vas-y. tu veux. Non, enfin, de ce côté, en fait, on n'est pas concerné, donc moi, je me sens pas apte à faire ce genre Pareil. de morale, tu vois. Et il y a des personnes en situation d'obésité dans ma famille, donc je vois un peu le problème que ça pose. Et en fait, juste dire ça résout rien, tu vois, ça résout absolument rien. Si. Et, les personnes en surpoids et les personnes en situation d'obésité, c'est aussi deux choses assez différentes. Je pense qu'il faut le noter aussi. C'est pas les mêmes enjeux et dans tous les cas, moi, c'est un sujet avec lequel, comme je suis pas concernée, j'ai beaucoup de mal à Il y a aussi des maladies qui sont liées à ça, donc c'est pas forcément c'est pas toujours lié à ton alimentation. Ça peut être aussi la prise de médicaments. En fait, on peut prendre énormément de poids parce qu'on est obligé de prendre certains médicaments, mais comme aussi on peut en perdre. Oui, bien sûr. Des trucs tout cons, genre la pilule contraceptive, complètement. Les traitements pour la thyroïde, enfin c'est des trucs qui changent tes hormones. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ton alimentation, c'est juste hormonal en fait. Et voilà, c'est pour ça. Et je trouve que c'est pour ça que pour moi cet effet cathartique de voir le film, de voir ce personnage, de se dire oh mon Dieu, il faut que je fasse attention à mon alimentation, ça n'a aucun sens parce que ça rentre pas en ligne de compte dans ce film et qu'on peut être en situation d'obésité ou en surpoids en ayant une alimentation. C'est pas nécessairement de l'alimentation, néanmoins pour l'immense majorité c'est l'alimentation. Pour l'immense majorité, c'est pour ça que personne n'était obèse avant. Il y a des problèmes qui font en sorte que les gens ne peuvent pas perdre des calories, ça c'est sûr, mais et ils font pas du sport et ainsi ils sont comme ça. Mais néanmoins, en fait c'est pas de la morale. La morale c'est de dire ce que c'est des conseils quand même. Tu vois. Non. Il y a un truc qui est quand même important à noter, c'est qu'il y a une vraie différence entre nous, c'est que t'es américain. Oui. Et donc, ça a forcément un regard aussi là-dessus qui est différent, puisqu'il n'y a pas le même traitement du corps, il n'y a pas le même rapport au corps. Tu vois. En Amérique, je pense qu'en France, et peut-être qu'on n'a pas un rapport à ça similaire et que le débat est peut-être différent en Amérique et en France. Quoi. En France, en fait, je dirais que le niveau d'obésité et de surpoids est beaucoup, beaucoup moins élevé. Oui, bien sûr. Et donc, je pense qu'en France, on a un rapport qui est beaucoup mieux. Aux États-Unis, bon, il faut dire la vérité. Toutes ces choses, fatphobie et toutes ces sortes de phobies, ça vient des États-Unis, ça vient des universités, ça vient de Hollywood, ça vient de Netflix. C'est là l'origine et c'est nous qui l'ont récupéré par le biais du soft power. Et je pense qu'on va en parler après du soft power d'ailleurs. Et en fait, ainsi aux États-Unis, c'est infiniment plus radical. On dit surtout il faut surtout pas critiquer, il faut surtout pas mettre de la pression sur les gens qui sont gros, qui sont en surpoids, etc. Et je trouve je trouve qu'ils ont tort sur un grand niveau. Je suis absolument contre le harcèlement. Je pense que tu es un connard absolu si tu vas faire du bullying sur quelqu'un parce qu'ils sont surpoids. Mais il faut, si quelqu'un, par leur propre... en tant que société, je dirais, c'est bien que nous regardons ça avec un mauvais œil. C'est absolument nécessaire. C'est important de faire de la prévention dans ce cas-là. Oui, peut-être plus de... Plutôt que de voir ça avec un mauvais œil. Mais effectivement, il faut prévenir les gens, même si les gens le savent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être pas l'entendre non plus, mais c'est assez compliqué comme débat. Mais c'est pareil pour la drogue, non? Dans la mesure... Dans un sens, peut-être, je sais pas. Dans la mesure, par exemple, quand on va regarder Requiem for a Dream, jamais est-ce que... Oui. Tu vois, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que toute chose à l'excès, lorsqu'on abuse de quelque chose, est forcément mauvais. Enfin, effectivement, la drogue, les stéroïdes. Et après, chacun est libre de prendre soin de son corps comme il l'entend, et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont très heureuses en étant en surpoids ou en étant extrêmement bodybuildé ou pas du tout. Et ce sont des choix qui appartiennent à chacun. Je pense qu'il faut le faire en toute connaissance de cause et que des fois, il y a certaines choses qui sont liées à notre alimentation et d'autres
pas du tout, quoi. Mais et comme tu le disais, ce film, quand même, en fait, a la particularité de représenter, du coup, 74% de la population américaine. Yep. Et donc, dans tous les films auxquels qu'on peut voir au cinéma, sur Netflix, tout ça, etc., on a 74% de la population américaine qui n'est pas représentée, alors que ce sont des films hollywoodiens. Ouais. C'est incroyable. 74% sont en surpoids. Attention. Enfin, surpoids, c'est pas, bon, on s'est qualifié comme surpoids, mais c'est pas forcément, on va dire, qualifié comme un handicap, tu vois. Donc, alors, en soi, du coup, ce film représente en soi, si tu veux, peut-être 30% de la population DiCaprio, américaine. il est en surpoids, tu vois. Et pourtant, c'est bon peut-être. Bah, oui, il a. Enfin, genre, Le surpoids, c'est un peu débile. Hein. C'est Ouais. quand t'as un IMC c'est supérieur à je sais pas 25, combien. là, non, un truc. Oui, tu vois, mais c'est pas forcément un mauvais c'est des état de normes, santé. encore une Oui, fois, voilà. Enfin, Donc, c'est, non, mais ce que je veux dire par là, c'est. On peut pas dire, du coup, 74% de la population n'est pas représentée non, parce mais que une grande partie de la population, nombreux quand même. des acteurs et des actrices qui parsèment le paysage cinématographique, rien qu'aux États-Unis, en fait, il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là. Mais comme on se l'est dit, le surpoids, ça veut un peu tout et rien dire. Mais on va essayer de se reconcentrer à nouveau sur le film. Et est-ce que Nina, tu voulais nous faire part de l'obsession chez Aronofsky et en lien avec ce film ? Oui, complètement. Alors, comme Olivier, tu l'as dit tout à l'heure, tu disais que Aronofsky est un obsédé de l'obsession. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une thématique très propre au cinéma d'Aronofsky. Et j'ai essayé du coup de revoir quelques films qu'il a réalisés avant The Whale pour voir comment il traitait l'obsession selon les films. Donc dans The Whale, l'obsession elle est assez claire. Enfin, il y a une obsession de la nourriture, qui est donc une obsession qui se transforme en addiction. Et il y a aussi une obsession donc de la sincérité. Donc ça, c'est toi qui en parlais, Jonathan, la dernière fois. Oui. Donc c'est Tout à fait. hyper Obsession intéressant. de la sincérité, ouais. C'est hyper intéressant qu'il n'y ait pas que cette obsession de la nourriture et ça rend le personnage plus pas unidimensionnel par rapport à ses obsessions. Et donc cette obsession de la sincérité prend même peut-être plus de place dans sa vie psychologique entre guillemets, je sais pas comment le dire. Pour moi, je trouve que c'est même l'obsession de la sincérité qui est plus importante que l'obsession de la nourriture. Ouais. Puis c'est une obsession qui est finalement presque saine entre guillemets par rapport à l'addiction qu'il a vis-à-vis de la nourriture. Ça me rappelle énormément. Est-ce que ça t'a rappelé l'épisode de Black Mirror avec Daniel Kaluuya, Million Merits? Ça, où Sur le gars- jeu télé là. Ouais. Oui, il l'entend chanter et il est dans ce monde absolument superficiel et il est obsédé par sa sincérité aussi. J'ai pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Vraiment, coupez-moi, il n'y a pas de problème. Si j'oublie des choses, dites-moi. Et ouais, donc l'obsession, elle est hyper présente dans la filmographie d'Aronofsky. Déjà dans Pi, donc son premier film, il y a une obsession du chiffre Pi, tout simplement. J'aime bien faire un petit peu des listes comme ça où je répertorie les obsessions, donc ça fait peut-être un peu trop liste, mais c'est comme ça que je fonctionne. Il y a aussi une obsession de la performance, de la gloire et de la perfection dans Black Swan par rapport à la danse qu'on retrouve pas mal dans The Wrestler aussi pour la performance. Il y a une obsession un petit peu symbolique du diamant dans Mother. Je l'ai pas revu Mother parce que je déteste ce film. Mais Ah, t'as Olivier, détesté Mother. Ok, ouais, je d'accord. déteste Mother, c'est vraiment un film qui m'intéresse pas. Mais il y a une obsession du diamant, en tout cas, il me semble. Bah, si tu l'as revu il y a pas longtemps. Elle est surtout en rapport avec toute la divinité, la pomme d'Adam, tout ça. Enfin, c'est des symboliques par rapport à ça. Et... Bah voilà. C'est plutôt Javier Bardem qui est l'obsédé en fait, parce que elle en fait. En soi, oui, ouais, je suis d'accord. Parce que c'est un personnage en fait qui Jennifer Lawrence qui joue la nature, c'est vraiment en fait c'est l'harmonie qui se fait absolument ravager, détruire et humilier. Javier Bardem en étant Dieu est obsédé par il est narcissique et il est obsédé par excusez-moi, je n'ai pas le mot, mais l'attention portée envers lui. C'est lui qui est obsédé et qui est une obsession qui est tellement forte que ça dépasse l'amour qu'il a pour sa femme et qui finit par la détruire. D'accord, ouais. Ok, oui, c'est une obsession narcissique en fait. C'est une Totalement. de l'amour des prêcheurs pour. C'est ça. Et oui, on voit énormément la douleur qu'elle a, mais pour elle, c'est pas. En fait, on pourrait dire, elle est obsédée par l'ordre et la propreté de sa maison, ce qui est symbolique pour autre chose.
Ça parle de quoi, Mother? Parce que je connais pas du tout et pour moi c'est un film d'horreur donc je voulais surtout pas le voir. Parce qu'il y a des espèces de double morceaux, enfin double sens de lecture. Oui, c'est un film qui travaille beaucoup la symbolique, mais en fait si on veut faire le synopsis juste sans analyse ou quoi, ça serait en fait l'histoire d'un couple qui je dirais entre guillemets retranché dans une maison de campagne qui est un peu au milieu de rien et dont donc forcément il se passe des choses bizarres, mais comment on pourrait dire, t'as le mari Javier Bardem qui est un écrivain, un poète en manque d'inspiration, et tu as Jennifer Lawrence qui s'occupe de retaper un petit peu la maison, tout ça, et ils vivent ensemble jusqu'à l'apparition d'un mystérieux homme qui vient taper à la porte de chez eux et qui va se voir, en fait, Javier Bardem va juste l'accueillir chez lui et ça va créer tout un tas de problèmes. Sans analyse de quoi que ce soit, juste pour donner entre guillemets envie de voir le film. Mais c'est pas tant un film d'horreur, hein, je pense. Enfin, si t'as des problèmes avec les films d'horreur, c'est un home invasion. Mother, ouais, c'est un film d'horreur. C'est un thriller psychologique, c'est un thriller psychologique, oui. Mais bon, la ligne est fine entre thriller psychologique et film d'horreur des fois. Black Swan est un film d'horreur pour toi? Je sais pas. Pareil, je me pose la même question. Ouais, moi je l'ai pas ressenti comme. Non, je trouve pas. Je l'ai pas ressenti comme tel. Black Swan pour moi n'est pas du tout. Oui, d'accord. C'est au même niveau. Mother, c'est pareil. Mother, c'est pareil. Film d'horreur, enfin surtout avec des. Moi, ce que j'aime pas du tout, c'est les scènes gore là où on voit du sang, des découpages. Là, dans ce cas-là, c'en est pas. Mais après, il y a plusieurs branches. Non, tu peux totalement regarder Mother. Si jamais le film d'horreur Non, moi j'ai plutôt apprécié. Il y a une séquence quand même. J'ai adoré la symbolique dans le film. Je dirais il y a une séquence où on balance, on va totalement dans l'horreur. Mais c'est une horreur biblique. Oui, et à la fin. You know what I mean? C'est pas absolument. Ça. Oui, ok. Mais elle est pas gratuite, si tu veux, si ça peut te rassurer. Ok, ça me va. Non, mais c'est un de ces films où véritablement, il faut vraiment avoir un estomac en béton pour pouvoir le voir. Et aussi une résistance psychologique extrême. Parce que si, par exemple, tu vas... Si t'es... Bon, j'ai une grande résilience psychologique, mais si tu, comme moi, tu t'identifies ou tu sympathises à des gens qui volent de l'ordre et qui pour eux, leur maison est très important et qui détestent voir j'allais dire étrangers ruinés, des gens qui n'ont aucun respect pour ton travail, venir et l'exploiter, le ruiner, ou simplement voir des gens qui détruisent la nature. Ça va D'accord, il y a une thématique de l'écologie dans ce film. D'accord, ok, c'est ce que j'avais cru saisir niveau. Et que j'étais pas sûr. Principalement du divin, si jamais tu te poses la question. Totalement. Donc, Mother, la terre, rien qu'au titre. Mais la terre, l'écologie. C'est ça qui est génial, c'est que le monde dans la Bible, dans la Bible du roi James, ce qui est le deuxième poème que Bardem va écrire, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Il y a l'idée, c'est que pour avoir de l'ordre, le système céleste doit refléter le système sur Terre. C'est-à-dire que la composition du divin, le mode de fonctionnement doit refléter ce qu'il y a sur Terre. Darren Aronofsky va retourner ça dans la mesure où il va montrer un désordre céleste, c'est-à-dire divin, et pour parler d'un désordre sur Terre. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis désolé si je suis un peu abstrait. Moi, je vois parfaitement. Ouais. Et ayant vu le film, je sais pas ce que tu en penses, Nina, mais c'est très clair. D'ailleurs, Nina, est-ce que tu avais terminé avec... non, pas du tout, j'espère pas. Non, pas vraiment. Mais après, ça fait bizarre de revenir dessus. Mais non, t'inquiète. Non, désolé. Les auditeurs sont tellement désolés. Non, pas de souci. Moi, j'aime bien. C'est la dernière fois, Olivier. Après, tu dégages. J'aime bien qu'il y ait un vrai dialogue parce qu'il y a plein de trucs que je pense que j'ai pas trouvé forcément. Mais pareil, dans Requiem for a Dream, il y a une obsession de la télévision qui est pas forcément aussi malsaine que l'obsession aux drogues, quoique. Finalement, c'est assez ambigu là-dessus. Dans The Fountain, que je n'ai pas vu, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment il y aurait une obsession au remède du cancer de la part du personnage interprété par Hugh Jackman. C'est pareil, une obsession de la perfection dans Black Swan, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est une obsession que je trouve hyper intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle résonne beaucoup avec celle dans The Wrestler, où il y a une obsession aussi de la jeunesse qu'on retrouve pas mal dans Black Swan avec le personnage de Beth, je crois qu'elle s'appelle comme ça, celle qui est jouée par Winona Ryder, où il y a une espèce de rapport à la jeunesse qui est plus ambigu dans The Wrestler, qu'on voit vachement plus à travers le personnage de Pam, donc la stripteaseuse.
Tu trouves? Moi, Ouais. je le trouve qu'on le voit vachement aussi avec le personnage de Mickey Rourke, Oui, avec, aussi, avec ouais. les deux. Aussi, mais je le trouve plus visuel dans les regards, tout ça, dans le personnage de Pam qui regarde ses collègues jeunes qui ont plus de succès avec les clients, etc. Et le personnage de Mickey Rourke, c'est un petit peu plus... Je sais pas, c'est un petit peu moins mis en avant. Tu sens que c'est pas forcément ça qui lui manque, c'est vraiment la forme physique. Ça va forcément avec la jeunesse. Oui, Mais d'accord, c'est je vois ce que tu veux dire, oui. Tu sens qu'il se rend pas compte que c'est pas forcément passé et qu'il peut... J'ai l'impression qu'il est dans le déni. Ah oui, il est complètement Il est dans le déni, ou alors, puis- enfin, c'est juste qu'il peut rien faire d'autre. Non, il quoi. peut rien faire d'autre. Il essaye, il se met des stéroïdes dans les bras, tout ça. Donc, il fait des choses, mais il y a quand même cette obsession qui est mêlée à de la frustration qu'on retrouve dans Black Swan et dans The Wrestler, et où il y a aussi ce culte du corps. Enfin, ça va pareil. Il y a un rapport au corps qui est très, très particulier et qui change selon les films. Mais dans The Wrestler, Black Swan. Ces deux films, je les trouve hyper intéressants parce qu'ils sont un petit peu en miroir, en fait. Exactement. Si je me suis fait la même réflexion, ouais. C'est qu'on a vraiment dans les deux un rapport au corps qui est utilisé en tant que métier. Donc Black Swan, c'est l'histoire d'une danseuse classique qui fait partie d'un ballet et qui voilà, enfin va pousser son corps très 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 loin. Et c'est exactement pareil dans The Wrestler, avec le personnage de Mickey Rourke qui, je sais plus pas quel âge il a, il doit avoir 50, 60, Ouais, bien plus de 50 ans. Ouais. dans le film. Il continue à faire du catch. Parce que c'est la seule chose qui peut faire de sa vie. On le voit en train d'essayer de vendre de la viande dans une boucherie. Il peut pas s'empêcher de faire le show, en fait, comme s'il était sur un ring. Et sinon il s'ennuie. À ce moment-là, à ce moment-là du film, je pense pas que c'est la question de faire le show, mais c'est aussi une sorte d'essence qui se réveille en lui, où il comprend qu'il est un peu seul et qui peut potentiellement trouver, sans spoil, qui peut potentiellement trouver une solution à sa vie et tout. Et donc, il y a cet élan d'énergie qui le ramène à ce show-là. C'est pas juste oui, puis il y a une joie, en fait. Il y a de la joie à ce moment-là. Mais c'est vraiment un truc qui revient en lui à ce moment-là de ce film qui lui donne cette essence, ce carburant-là. C'est d'accord. Et puis, du coup, dans The Wrestler, il est en fait confronté à son âge en tant que catcheur. Donc, c'est vraiment un catcheur à la retraite. Et il y a des scènes qui sont mais absolument bouleversantes, où on voit différents catcheurs du même âge qui sont autour qui sont en arc de cercle pour faire une séance de dédicace, et il y a personne, quoi. C'est la solitude là à ce moment-là, elle est incroyable. C'est ça, c'est l'obsession mêlée à la solitude. Et j'ai même vu un effet miroir plus entre les deux personnages de The Wrestler, quoi. Il y a ce côté, le corps, c'est leur métier, mais c'est forcément le corps vieilli. Complètement. Et donc le métier commence à être plus difficile à garder. On peut plus continuer dans ce métier-là, quoi. Elle qui danse, qui est donc avec un rapport au corps qui est vraiment aussi dans la performance physique. Lui qui est aussi plus dans peut-être quelque chose d'assez théâtral. Hein. On revient à justement l'adaptation de The Whale, tout ça. Mais c'est hyper intéressant. Là, il y a plus, je trouve, dans The Wrestler de thématiques liées à l'obsession que dans tous les autres films d'Aronofsky. Bien que je les ai pas tous vus, mais j'ai l'impression que c'est le film avec le plus de personnages obsédés et le plus de catégories d'obsession, de thématiques obsessionnelles. Même encore plus que Black Swan. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression. Black Swan, on se concentre vraiment sur le personnage principal. Moi, je trouve que Black Swan, quand même, enfin, le personnage joué par Nathalie Portman est vraiment obsédé par l'idée. Ah, peut-être que c'est pas la même obsession. C'est-à-dire que dans Black Swan, elle est vraiment obsédée du fait d'être la meilleure pour pouvoir jouer, incarner le personnage principal du Lac des Cygnes. Tandis que Mickey Rourke, c'est plus s'obséder pour continuer à faire ce qu'il aime et qu'il est la seule chose qui. Et quel putain de contraste. Le contraste entre être danseuse de ballet et d'être lutteur no holds barred. I mean, it's like, merci Aronofsky. C'est tellement versatile et bien fait. Mais néanmoins, avec Black Swan, c'est Mickey Rourke dans The Wrestler. Même s'il a des scènes où véritablement il
il pète des câbles, où il souffre énormément. La scène chez le boucher, de la viande, les scènes avec sa fille. Je pense que c'est une des premières fois où j'ai véritablement chialé, où il dit « I'm just a broken piece of meat ». And I'm like, Jesus fucking Christ. Mais dans Black Swan, elle perd complètement les boules. Je dirais que ça, c'est la différence, où littéralement, elle a une crise d'identité. La dimension psychologique est encore plus importante. Oui, où c'est Mickey Rourke arrive plutôt à gagner, à garder son sang-froid. Tous les deux, est-ce qu'on peut spoiler? On va faire tous les dans deux, 3, 2, 1, on va spoiler Black Swan. En fait, je vais simplement dire, tous les deux ont une fin extrêmement similaire. Okay. Qui est des fins qui se échoent. Et donc, oui, oui, absolument. Et ça peut d'ailleurs s'élargir à aussi potentiellement The Whale. Je trouve un petit peu. Complètement, je suis d'accord. Je me suis fait le parallèle en fait tout de suite avec Black Swan vis-à-vis de la fin, et je me suis dit oh non, finalement c'est pas si. Mais en fait, en voyant The Wrestler, c'est exactement ça. C'est finir sur un triomphe. Ou plutôt l'atteinte ou c'est pas le triomphe pour soi-même. Dans ce sens-là, je vois ce que tu veux dire. Je dirais plutôt que c'est l'atteinte le fait de pouvoir atteindre la perfection, mais c'est ce qui est dit littéralement dans Black Swan. Donc je dirais pas la perfection, mais son but ultime en tant que personne, ce dont il a besoin et ce dont il aime vraiment. Ce dont le personnage a besoin. C'est ça. Satisfaction. Et la satisfaction qui viendrait accomplir tout la quête du personnage. Tu vois. Est-ce qu'on peut spoiler pour J'ai mis un alerte spoiler. On remet une alerte spoiler. Là, on va spoiler donc la fin de The Wrestler, la fin de Black Swan et la fin de The Whale. Dans The Wrestler, le personnage veut absolument continuer à faire du catch malgré l'état de son corps qui est complètement détruit. Et dans un dernier combat, à la fin de ce combat, va faire sa prise favorite. Il est vraiment à l'agonie. Il arrive à monter sur les cordes, et donc il y a cette magnifique image en contre-plongée où on le voit en train de sauter sur son adversaire, faire le coup du bélier, quoi. Et le film se termine là-dessus. Dans Black Swan, c'est pareil. Nathalie Portman est en train, le personnage que joue Nathalie Portman est en train de jouer le Lac des Cygnes. Elle est elle a complètement perdu pied dans toute son et complètement dans son rôle. Complètement dans son rôle, c'est ça, du cygne. Et elle s'est scarifiée, elle est en train de saigner, elle continue de jouer. Pareil, le corps est mutilé et on est quand même sur scène. Et là, elle se tourne vers le public, et elle tombe à la renverse, tuée par le chasseur, et elle se relève pas en fait. Voilà. Et The Whale, c'est la fin est un peu similaire, parce que lui, pareil, voilà, sa fille lui a dit je veux que tu te lèves, je veux que tu marches. Il essaye vers la moitié du film de le faire, il n'y arrive pas, et là, juste à la fin du film, parce qu'il y a sa fille en face de lui, il sent qu'il va mourir, et donc il donne tout ce qu'il a pour faire plaisir à sa fille, et qu'elle le voit en train de lutter, de réussir quelque chose. Et cette scène est magnifique, parce que il y a la lumière qui rentre par la porte, on le voit en train de se lever, et comme essayer d'atteindre quelque chose de divin avant de s'effondrer. C'est exactement la même chose. Il se lève littéralement, et ensuite il se lève au paradis quand il meurt, et c'est très similaire. En fait, tous ces fins sont, c'est là où Aronofsky vraiment il montre sa maîtrise de l'art cinématographique. C'est que chacun de ces derniers plans ont un symbolisme extrêmement habile. Tu as The Wrestler, il saute hors du cadre, et on comprend qu'il part du film, il meurt. Dans Black Swan, l'écran devient entièrement blanc, comme dans beaucoup, oui, beaucoup de ces films. Dans The Whale aussi. Dans The Whale et Mother. Et peut-être, je me rappelle pas, mais non, ça, je te crois. Mais le truc est là où ça devient symboliquement très intéressant dans Black Swan, c'est que le fait de devenir blanc, c'est que elle a réussi à, c'est une sorte d'ironie où
en réussissant The Black Swan, c'est-à-dire c'est très faire un parallèle avec Jung, c'est-à-dire le psychologue où il explique que pour devenir soi-même, il faut intégrer son ombre, il faut pouvoir accepter la noirceur en nous, et c'est en partant de notre innocence qu'on peut revenir à la maison, on va dire. Tous les histoires sont basées là-dessus depuis l'Odyssée, tu vois. Partir de Ithaque pour pouvoir revenir à Ithaque. Et donc là, le fait de l'écran blanc, sous-texte et communication cinématographique absolument excellente. Ouais. Et c'est marrant, il y a ça aussi dans Requiem for a Dream, il y a beaucoup de fondu au blanc au début du film jusqu'à ce que vraiment ça tourne vraiment à quelque chose d'extrêmement sombre avec plus aucune once d'innocence, de pureté, d'insouciance. Mais tout le début du film, il y a ça. Et il y a sûrement cette notion, encore une fois, de divin et de joie qui ne va pas durer. Mais c'est intéressant. Ouais. Il y a une phrase très intéressante de Aronofsky par rapport aux religieux où il a dit « Je n'ai aucun Dieu, ainsi j'ai dû m'en créer un. Et ce Dieu, c'est le cinéma. » D'accord. Et c'est ainsi, je pense, la raison pour laquelle il va divinifier, si ça c'est un verbe, ses propres films. Ok. C'est intéressant parce qu'il est juif à la base. Il me semblait, oui aussi, je pensais qu'il était de confession juive. En tout cas, il est né dans une famille particulièrement, dans une tradition juive assez importante. Et il y a énormément de juifs qui sont athées. Parce que juif, c'est quelque chose qui est... C'est une religion, mais tout d'abord, c'est de la génétique. Et non, il y a énormément de juifs qui sont athées, dont Woody Allen, par exemple. Ouais. Donc, en gros, de nés juifs, nés dans une culture, mais qui n'ont finalement... Ouais. Ok, d'accord. Ou même Jon Stewart. Automatiquement, si ta mère est juive. Exactement. D'accord. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer sur la question de l'obsession ou on avance ? C'est comme vous le souhaitez. Non, vous avez tout fini ? Ok, moi je suis bon, j'ai pas plus à réagir concernant l'obsession. Je vais parler moi d'un petit axe qui m'intéresse beaucoup. Je voulais parler en fait de la réalisation d'Aronofsky parce que je trouve, dans ce film, dans The Whale, parce que je trouve qu'il arrive à quand même trouver des bonnes choses. Je trouve, on le rappelle, on est dans l'adaptation d'une pièce de théâtre et donc un huis clos, et le défi c'est de s'éloigner toujours au maximum de la simple captation d'une pièce de théâtre qui ne serait pas intéressante. Et je trouve qu'Aronofsky en fait il remporte plus ou moins ce défi en trouvant toujours plus d'idées de mise en scène qui sont au service de ce qu'il veut raconter, et je trouve aussi de la gêne que provoque l'obésité de Charlie. En fait, je commencerai par parler de sa gestion de l'espace que je trouve vraiment intelligente, et comment il transmet en fait la sensation d'immobilité, le poids et l'importance de Charlie au spectateur, et donc le problème que ça soulève. Et à chaque fois qu'il y a du mouvement dans l'appartement, ou par exemple quand ce sont des personnages secondaires qui vont venir rentrer dans son appartement, pour une grande partie de ces scènes, en fait, Aronofsky il les filme pas du point de vue de Charlie, mais au contraire, il va multiplier les points de vue autres que celui de Charlie, en le gardant toujours au centre de l'image, en gravitant autour. Donc il est au centre de tout ça, et Aronofsky veille toujours à rendre les personnages secondaires très mobiles autour de lui, tout comme sa caméra qu'il utilise avec beaucoup de travelling circulaire, voire que ça, autour de Charlie, de sorte à venir appuyer son immobilité dans le cadre, et le fait qu'ils doivent souvent se tortiller dans tous les sens pour pouvoir maintenir une conversation. Et d'ailleurs, ces travelling-là, ils viennent d'ailleurs casser le côté très deux dimensions du théâtre et jouer avec le troisième plan qu'offre le cinéma. Donc déjà, il vient casser cette question de captation. Je veux dire, il vient vraiment là pour faire du cinéma. Il vient travailler avec ce qu'il lui offre. Et pour l'utilisation de sa caméra, d'ailleurs, tout le film, c'est que plan fixe ou travelling circulaire. C'est quasiment vraiment que ça. Et en fait, grâce au plan fixe aussi, notre ami Darren, il vient travailler aussi l'espace, mais pas l'espace de jeu des comédiens, mais aussi l'espace que prend les comédiens dans le cadre. Et c'est là que tu comprends le choix très minutieux du ratio de cadre en 1:33. Tu commençais à en parler, Olivier, tout à l'heure, ou en 4 tiers dans les termes plus populaires. Tant il a voulu réserver ce cadre très étroit qu'à un personnage et quasi jamais deux. Vraiment, et c'est vraiment... Quand il y en a deux, c'est que c'est d'autres personnages, et encore c'est très rare, il n'y a jamais Charlie dedans, de sorte à ce que même sur un plan large, Charlie puisse prendre en fait les 2/3 de l'image et pour autant rester seul dedans grâce à ce ratio plus vertical. Et ça vient aussi renforcer la volonté de placer l'histoire dans la dimension la plus
humaine possible, je dirais, dans le ratio de cadre qui, selon moi, sert au mieux le corps humain, ce qui est parfaitement donc en accord avec ce que nous raconte le film. Et d'ailleurs, Tu veux dire qu'il y a une mise en valeur du corps? Non, il y a un travail du corps. Travail du corps, d'accord. Et il y a une mise en valeur, j'allais y venir, du travail aussi, forcément des artistes qui ont travaillé sur les prothèses et tout, qui rendent, mais la première fois qu'ils se lèvent, on est vraiment sur un plan pied, ou un plan moyen, disons. Donc, il s'arrête à la moitié des tibias, disons. On est sur un plan relativement large. Il prend facilement les deux tiers du cadre, quoi. Et il y a toujours ce travail-là qui est apporté. Et donc, grâce aussi au ratio 1:33, donc forcément plus vertical, plus étroit, forcément, ça aide ce truc-là, quoi. Et donc, voilà. Olivier, est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose, toi? Oui. Notre ami Darren et l'art du calvaire. C'est en fait ouais. Je me demande si c'est le calvaire pour lui ou pour le spectateur. Je pense qu'il projette ses propres calvaires d'une certaine manière, j'imagine. Et je pense que on peut même partir sur un petit axe là-dessus, en fait, où la souffrance de l'artiste, la noirceur de l'artiste, c'est ce qui lui permet de faire de l'art qui nous inspire, au final. Je trouve que c'est très, très, très souvent le cas. Et en fait, pour avoir une histoire qui résonne avec les gens, vraiment, et où il y a un développement de personnage véritable, il faut que le personnage traverse un certain calvaire. Une des règles les plus basiques de comment est-ce qu'on écrit un scénario et un film, un roman, une histoire en général, c'est que le protagoniste est défini par son antagoniste. C'est-à-dire que le protagoniste, notre personnage principal, est défini par ses démons, est défini par la douleur. C'est ça qui lui fait changer. Et c'est quelque chose, la raison pour laquelle ça résonne tellement, c'est parce que les moments dans la vraie vie où on apprend véritablement des choses, où on change véritablement, c'est les grandes humiliations, c'est les grands moments de douleur. C'est là où ça nous force à changer. Et le protagoniste, à chaque fois, dans chaque histoire, est confronté à on va dire un méchant, pour utiliser un terme vulgaire, qui a des qualités que le protagoniste n'a pas. Et ils sont en opposition. Et c'est la raison pour laquelle le protagoniste n'arrive pas à surmonter l'antagoniste immédiatement. Et c'est ça qui rend l'histoire intéressante et qui force le personnage à avoir ce qu'on appelle un arc de personnage. Parce que la seule manière de surmonter l'antagoniste, c'est d'une certaine manière devenir l'antagoniste. Parce que l'antagoniste a des qualités ou a des forces que le protagoniste n'a pas. Donc, Black Swan étant l'ultime exemple de ce film. Darren Aronofsky va pousser ce concept à l'extrême, où on va faire en sorte que le personnage va souffrir de manière absolument inouïe. Parfois, je trouve que c'est complètement excessif. Genre, on a l'impression de regarder, je sais pas, c'est comme s'il filmait Poutine avec une tronçonneuse qui tue des dauphins. Tu vois, genre c'est vraiment, vraiment à l'extrême, tu vois. Mais en soi, c'est ça qui permet, dans ces films, d'avoir des véritables évolutions des personnages et qui fait en sorte que non seulement est-ce que ces films sûrement résonnent avec lui, mais ces films résonnent avec nous. Et on peut prendre une leçon absolument indispensable de ces films, notamment si tu veux faire des films. C'est que si véritablement tu veux créer un personnage qui va... Si tu veux que ton personnage évolue, la manière dont tu le fais, c'est de voir comment est-ce que ton personnage agit face au challenge et à la douleur. C'est comme ça qu'on arrive à montrer l'évolution d'un personnage. Est-ce que Darren Aronofsky le fait tout le temps bien? À mon avis, non. Mais en soi, dans la totalité, il réussit plutôt pas mal. Et il a parfaitement compris ce concept.
je vais être succinct et terminer Non, là-dessus. mais oui, non, mais c'est très clair. Eh bien, messieurs, dames, je vous remercie pour vos avis très différents sur The Whale, mais qui se rassemblent un petit peu. Je voulais faire une petite interlude à propos des Oscars, parce que oui, la cérémonie a eu lieu il y a quelques jours. Everything, Everywhere, All at Once a fait une razzia phénoménale et je voulais en parler un petit peu avec vous. If you missed the Oscars last night, you missed a big moment for Everything Everywhere All at Once. The film took home 7 Oscars at the 95th Academy Awards last night, making history as the first science fiction film ever to win Best Picture and taking 3 of the 4 acting awards. Chris Connolly has more. Mom, I just won an Oscar! Vas-y, Jonathan. Ah, moi j'ai été bouleversé par ce film et je l'ai trouvé absolument fabuleux. Je crois aussi, Nina, tu as été très touchée par ce film. Pas vraiment. Ah bon? Ah, je pensais, d'accord, pardon. Ah non, moi je trouve que je le trouve absolument, pas peut-être. Je sais pas s'il est révolutionnaire, mais enfin, il aborde tellement de choses et enfin, il le montre d'un point de vue qui je trouve est tellement intelligent. Moi, j'étais un gosse devant en fait, et enfin, j'ai eu la même sensation que lorsque j'ai vu le film Interstellar. C'était pour moi un rêve d'enfant qui se réalisait et j'ai pris une claque énorme avec ce film. Parce qu'il y avait des thèmes qui se répondent peut-être pour toi ou c'était juste la sensation que tu as eue en regardant ces deux films était similaire? Plus la sensation. Après, en termes de thèmes qui se répondent, bah, je dirais que c'est la science-fiction, même si c'est pas du tout traité de la même façon. Interstellar, donc on est carrément sur une histoire de science-fiction où les hommes quittent la planète Terre et doivent trouver une nouvelle planète, alors que Everything Everywhere All at Once, c'est pas du tout ça. On est plutôt sur l'aspect multivers et l'infini, les infinies possibilités que nous offre l'imagination. Olivier, tu as eu une réaction. Je peux répondre juste à Jonathan. Oui, t'as aimé Non, pas vraiment. Non, en fait, c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup le concept de Everything Everywhere. C'est un film qui vend beaucoup de choses que je respecte et ce côté pas budget énorme pour faire un film aussi ambitieux, j'ai trouvé ça très impressionnant et c'est pour ça que je suis très contente que le film ait eu autant de prix et je trouve que c'est très mérité et je suis très contente. Mais subjectivement, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a autant transporté que ce que j'espérais. Peut-être que j'avais beaucoup trop d'attentes aussi. Ouais, il y a eu un bouche à oreille phénoménal à propos de ce film. C'est ça. Puis je sais pas si vous êtes sur Letterboxd, mais il y a eu un gros moment où sur Letterboxd on disait c'est un des films les mieux notés de Letterboxd, tout ça. Donc j'étais ok, ça va être incroyable. Finalement, j'étais un peu déçue, même si c'est des thématiques qui auraient pu beaucoup me parler aussi. J'aime beaucoup aussi la science-fiction, j'aime beaucoup Interstellar, c'est vraiment un film énorme. Et puis j'aime beaucoup aussi le cinéma chinois et les références à Wong Kar-wai m'ont beaucoup touchée. Mais sinon, en dehors de ça, bon après c'est subjectif et c'est pas forcément très intéressant, mais c'est pas un film qui m'a forcément autant transporté que toi. Mais peut-être que je le reverrai un jour en ayant peut-être moins les mêmes attentes et moins le même regard que j'ai eu avec trop d'informations en tête, trop de critiques positives en tête, et que ça m'a peut-être un peu gâché mon plaisir. Mais très contente quand même que ce film-là ait raflé tout aux Oscars quand même. Ce film m'a donné de la nausée. Il est absolument détestable. J'ai tout détesté, à part le montage. Je dirais que okay, le montage est mérité. C'est marrant parce que en fait, des symptômes que tu en tires, on pourrait dire justement que c'est le montage qui t'a donné la nausée. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, je vois que le boulot était fabuleux. C'est un peu comme la caméra dans Enter the Void. Tu vois, genre ça te donne de la nausée, mais en même temps, tu vois à quel point c'est bien fait. C'est hypnotisant. C'est hypnotisant, c'est vrai. Mais il y a des moments où, bon, ça tourne un peu trop en rond. Le sens autour de la famille, tout ça ne t'a pas convaincu? Non, j'étais absolument bombardé par des images que je trouvais que je trouvais moches et en fait, pour être absolument honnête avec vous, mon point de vue n'est pas du tout objectif et assez et manque d'informations parce que j'ai dû partir de la salle. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai fait un bad trip total. Et c'est en fait pour des raisons personnelles. Simplement la forme a fait en sorte que j'ai dû partir. Je trouve, mais de ce que j'ai vu, je trouve absolument pas que c'est mérité les Oscars. Ouais. Mais et ça c'est un truc pour parler des Oscars en général. J'ai l'impression que All Quiet on the Western Front, les Banshees de comment ça s'appelle? Oui, d'Inisherin. Et même Tar a été nominé pour 6 Oscars. Banshees, c'était pour 9. Et en soi,
et Everything Everywhere All at Once, c'était nominé pour 11. Et ça me dérange que il y a eu tellement d'Oscars qui se sont focalisés sur tellement peu de films. Oui, ça c'est vrai. Hein. C'est complètement bizarre. Je ne vois pas... les nominations étaient très concentrées sur certains films, une très petite plage de films. Donc, oui, il y a à peu près une dizaine de films, pas plus finalement, qui sont nommés ou qui sont cités. Mais il y a néanmoins des trucs très intéressants. Il y a un film qui s'appelle My Year of Dicks, qui est un court-métrage qui était extrêmement créatif. Sur une fille de 16-17 ans qui parle de sa propre vie pendant l'année où elle a vraiment voulu perdre sa virginité. D'accord. Et tous les hommes qu'elle a côtoyés et ça c'est intéressant comme film. Il y a aussi The Quiet Girl qui était vraiment pas mal. J'étais extrêmement content que Paul Mescal a été nominé pour un Oscar, qui a joué dans Aftersun. Ouais. Je me suis dit qu'il l'avait totalement mérité, mais il y a eu tellement d'Oscars qui ont été gagnés par Everything Everywhere All at Once, et dont Jamie Lee Curtis qui a gagné. Je ne comprends absolument pas pourquoi elle a pu gagner ce truc. J'aurais tendance à dire pareil, ouais. Et en plus de ça, il y a eu tellement... j'arrive pas à croire que Jessie Buckley, qui est niveau Amy Adams en tant qu'actrice, elle est absolument phénoménale, n'a pas été nominée dans Women Talking, ni n'importe quelle des femmes dans Women Talking. C'est complètement aberrant. Et bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Je vais être très concis parce que je n'ai pas, en effet, je n'ai pas vu jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé ce film absolument intolérable, insupportable et détestable. C'est ton ressenti. Yes. Il y a pas un Oscar que où tu pourrais dire oui. C'est le montage. Le montage, ok. Montage, c'est vrai. Je pense que c'est celui. Il donne tellement de sens et il est tellement à l'essence même. Bon, tout montage est à l'essence même d'un film, mais là, on sent vraiment le travail dessus. Donc moi aussi, ce serait vraiment l'Oscar que je lui remettrais, moi, ma petite statuette. Et mais que pensez-vous de Brendan Fraser qui gagne enfin. C'est le cadeau de sa vie pour le rôle de sa vie, qui vient gagner l'Oscar là après son retour. Mérité. En plus de ça, devant Paul Mescal. You know what? Tu sais, moi je ne suis pas objectif parce que Aftersun c'est un de mes films préférés. Il est carrément monté dans tes films préférés. Oui, okay, facilement. Facilement dans mes 10 premiers. Oh. Ouais. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Je vais pas le faire ici, mais je pourrais faire un podcast entier sur ce film. Okay. Mais c'est seulement parce que je pense que Paul Mescal était mieux que Brendan Fraser ne veut pas dire que Fraser n'a pas mérité. You know what I mean? Pas du tout. Oui, je sais. Je dis juste que, et en plus de ça, sa carrière et sa vie, je ne sais pas si on va en parler après, mais est bourré de triomphes et de tragédies. Et le fait qu'il a eu, ça me rend chaud au cœur. Le fait qu'on peut tomber tellement bas et ensuite monter tellement haut. C'est extrêmement inspirant. Ça a énormément de sens. C'est très American Dream. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu cette question-là dans le choix des gens qui ont décidé... il y a ce côté clairement, il y a un côté très storytelling, rêve américain, storytelling. Je suis d'accord. Ouais. Et c'est peut-être un poil trop accentué. Parce que ça se focalise beaucoup là-dessus, je trouve. En plus du cas de Brendan Fraser, il y a aussi le cas de, excusez-moi la prononciation, Ke Huy Quan. Donc Ke-Huy Quan, qui est lui aussi en fait, et qui est d'ailleurs en train de raconter un peu ce qu'on est en train de dire autour du rêve américain, que lui-même n'y croyait pas. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment cette dimension de storytelling autour des Oscars qui en fait aussi que certains ont gagné, même si son Oscar est certainement mérité. J'ai pas vu non plus toutes les autres propositions, mais j'étais très satisfait par rapport à ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est assez mérité. Il a été nominé il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle. Oui, c'est ça. Du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Oui, je sais pas. Après, j'ai pas vu malheureusement les Banshees d'Inisherin dans lesquels Brendan Gleeson était nominé, ou Causeway. Brendan Gleeson, moi, c'est peut-être c'était soit lui, c'est soit Brendan Gleeson, soit Ke Huy Quan.
sincèrement. Mais regarde les Banshees d'Inisherin. Et il les faut absolument que je et le vraiment, je le Brendan vois. Gleeson, c'est effectivement la personne avec qui il y avait vraiment la plus forte concurrence. Il y avait aussi Barriquet Hogan, je sais plus comment on prononce son nom aussi, mais bon, pour également les Banshees d'Inisherin. Ouais. Et l'autre qui était nominé, c'était Jude Hirsch, Boris Schildkraut dans The Fableman. C'était lui donc dont je parlais en off tout à l'heure. Ouais. Et il est là dans une scène. Bref. Ouais, voilà. C'est pour la carrière. Je comprends pas trop qu'il soit. Est-ce qu'il y a un Oscar qui t'a satisfait dans cette Ah oui, l'Oscar de Michel Yeoh. Ok, ouais. C'est vraiment celui qui... Voilà, je trouve Michel Yeoh absolument extraordinaire dans Everything Everywhere All at Once. Il y avait de la concurrence parce que pour moi, Cate Blanchett dans Tar aussi fait une très belle performance. J'ai pas vu Blonde dans le film où Anna de Armas était nominée. J'ai pas vu non plus Tout Leslie où c'était Andrea Riseborough qui était nominée. Donc il y avait Michelle Williams qui était nominée pour The Fableman. Bon, j'ai pas trouvé qu'elle faisait une performance extraordinaire non plus. Voilà, donc, pas extraordinaire, mais je pense que c'était légitime. Pour moi, il y avait pas ça m'a pas choqué quoi. Qu'elle soit nominée. Qu'elle soit dans la nomination, ouais. Ok. Ouais. Après, il y a aussi le fait que ce soit le film de Spielberg sur Spielberg. Il y a beaucoup de choses qui jouent, comme j'ai dit. Il y a l'histoire du storytelling autour de tout ça. Et donc, The Fableman qui repart avec rien du tout. Si je dis pas de conneries. Qui repart avec rien du tout. J'étais persuadé qu'il allait prendre la meilleure réalisation. J'allais mettre ma main à couper. Ouais. Il allait au moins prendre la meilleure réalisation. Et en fait, c'est ce que j'aurais voulu. Et non, ce n'est pas le cas. C'est les Daniels qui ont remporté ce prix. Moi, ça me va que The Fableman n'ait pas spécialement eu de prix parce que je le trouve pas révolutionnaire en soi. Je le trouve hyper touchant. À la limite, j'aurais bien vu un Oscar enfin pas au mérite, mais au comment on appelle ça, un Oscar d'honneur. Un Oscar d'honneur pour Spielberg avec ce. Non, mais avec la question de la réalisation. Quand on s'intéresse vraiment à la question de la mise en scène et tout ce qui vient apporter à son scénario par sa mise en scène, et donc ce qui va donner le film, si on se concentre sur l'exercice de la réalisation, pour moi, en fait, je voyais pas qui que ce soit d'autre gagner l'Oscar. Même les Daniels qui ont fait un travail gigantesque, pour moi, on pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Mais bon, voilà. Okay. Bon, c'est mon petit... Non, t'es pas... Ouais. Non, je suis pas d'accord non plus. D'accord. Pourtant, j'ai adoré Fableman et moins Everything Everywhere All at Once, mais encore une fois, pour le symbole, pour le fait de réussir à réaliser des films avec des budgets assez moindres, surtout aux États-Unis, faire des films aussi ambitieux, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Puis les Daniels, ils étaient trop mimi, quoi. C'est trop mimi, là, quand ils sont venus récupérer leurs Oscars, dire merci à leur maman. Et, non, Spielberg, il a plus rien à prouver à personne, tu vois. Donc les Daniels, ils sont encore jeunes. Il n'y a aucun souci avec ça, je parle juste. Non, pour bien moi, sûr, il méritait, c'est tout. Moi, je vous avoue, j'ai un peu de mal à juger les performances des acteurs parce que c'est compliqué. C'est compliqué et j'aime bien le côté symbolique. Tu vois, Michel Yeoh, c'est pareil. Enfin, je l'ai trouvé super dans Everything Everywhere, mais c'est vraiment le symbole de donner un Oscar de la meilleure actrice à une femme chinoise de 60 ans. C'est quelque chose qui arrive pas souvent. C'est quelque chose qui est hyper important, je trouve, pour la place des femmes au cinéma et la place des femmes de cet âge-là au cinéma, qui est quand même une place très difficile encore aujourd'hui. Et pour la forme et pour ce que Michel Yeoh défend et pour le cinéma, le cinéma chinois qu'elle représente entre guillemets aussi à Hollywood, j'ai vraiment été ravie de l'avoir récupéré cet Oscar pour ces raisons-là et pas forcément pour sa performance que j'ai trouvée quand même brillante pour autant. Moi, je trouve que c'est vraiment mérité pour sa performance, que c'est pas uniquement un Oscar de récompense pour son travail ou pour la valider au sein d'Hollywood. Dans Everything Everywhere All at Once, vraiment, elle a un panel de jeux qui est absolument extraordinaire, qui va du film d'arts martiaux chinois à la ménagère dans une laverie. En fait, c'est un peu un film qui réunit sa filmographie à elle. C'est un rôle qui résonne avec ce qu'elle a fait dans les films hongkongais, dans les films de kung-fu, et après dans sa vie d'actrice aussi américaine en partie. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté symbolique, c'est que le film n'est pas un rôle singulier, enfin un rôle justement, un rôle unique. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue qui pèse dans cet Oscar-là. C'est réminiscent des Fablemans à peu près, où là on a un film qui va résumer la carrière de l'artiste. C'est un peu à la mode. Hein. Oui, bah c'est une mise en abîme très intéressante. Mais j'aimerais savoir par curiosité, à votre avis, à quel point est-ce que
quel est le poids de la performance pour gagner l'Oscar? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que simplement on devrait donner l'Oscar à quelqu'un pour la qualité de leur performance, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit mettre en considération? Parce que tu disais que qu'il y a très peu de prix qui sont donnés à des femmes asiatiques. Je pense que c'est le premier à gagner la meilleure actrice. C'est possible. Ouais, je pense que c'est le cas. Et à quel point est-ce que, on va dire, la représentation, quel est le poids de ça? À quel point est-ce que ça doit influencer si la personne va gagner le prix ou pas? Alors, j'ai vraiment pas la réponse, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question, puisqu'en fait, comment dire, ça va un peu dans ce sens-là et un peu l'inverse. Parce qu'il y a aussi donc, l'idée de la représentation et de la personne à qui on va le donner. Ça aurait pu peser, par exemple, dans le choix de choisir Spielberg à la réalisation. Ça ne l'a pas fait, au profit plus, selon moi, du storytelling autour des Oscars, tu vois. Donc en soi, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Vraiment, sincèrement, ça dépend de la sélection de l'année. Et moi, je dirais que ça a plus tendance à partir, à aller du côté du storytelling. Qu'est-ce qui va faire un peu de bruit si on donne l'Oscar à telle ou telle personne? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en avant et qui vont dépendre un petit peu de l'acteur ou du moment. Parce que là, effectivement, on a des acteurs qui ont été aussi récompensés parce qu'ils n'ont pas eu de visibilité ces dernières années aux Oscars ou au cinéma de façon générale. Mais je pense qu'il y a aussi énormément la performance qui va être soulignée. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui ont été récompensés pour leur investissement dans leur rôle, donc qui vont avoir une approche peut-être un peu stanislavskienne du jeu d'acteur, qui vont perdre énormément de poids, qui vont faire énormément de recherches, ou qui vont incarner plusieurs personnages à l'écran. J'ai pas de nom en tête, mais c'est vrai qu'il y a un peu. Oui, tu peux parler de James McAvoy par exemple dans Split, qui n'a pas du tout été nominé d'ailleurs. Yeah. Donc c'est un très mauvais exemple. Oui, non, on voit que là, pour le coup, la performance, on s'en fout un peu. Ouais. Alors que oui, il y a une sacrée performance pour James McAvoy dans Split, d'incarner autant de personnages différents. Je sais pas trop effectivement ce qui fait qu'on. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'exemples. Nina, est-ce que toi, il y avait un Oscar qui t'a satisfait, ou tu t'es dit putain, je suis content qu'il l'ait eu, ou qu'elle l'ait eu? Pour le coup, je suis contente pour Michelle Yeoh et pour Everything Everywhere, vraiment. Mais pour le reste, encore une fois, j'ai du mal à juger parce que j'ai pas forcément vu tous les films et qu'il y a des films qui méritent forcément les Oscars de manière objective. Mais moi, je me suis plutôt intéressée aux Oscars liés à l'animation. Parce que c'est vraiment quelque chose. L'animation, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je regarde énormément de films d'animation. Est-ce que le vainqueur t'a plu du coup? Pas vraiment. On le rappelle, c'est Pinocchio. Voilà, les Oscars, c'est pas forcément le meilleur. Comment dire, le meilleur lieu pour promouvoir l'animation. On boude beaucoup de films d'animation, surtout l'animation indépendante, etc. Donc Pinocchio, c'est un film que j'ai bien aimé, mais c'est... Rien que le fait d'en faire une section à part, un film d'animation est une section à part. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'étonne non plus, parce que l'animation, ça reste une forme du cinéma sans être... donc c'est pas un genre, donc il y a quand même quelque chose qui est pas déconnant là-dedans. Et puis il y a aussi une section à part aussi pour le documentaire, qui est l'autre forme. Voilà, il y a la fiction, le documentaire, l'animation. Donc je peux l'entendre, mais c'est la sélection, encore une fois. Même si là, la sélection était quand même assez bonne cette année, parce que Le Monstre des Mers, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très sympa. Marcel the Shell with the Shoes On, c'est un film aussi qui est hyper original et qui a un dispositif qui est hyper étonnant et qui a pareil été très boudé des Oscars, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film d'animation là aux Oscars. Et en fait, je pense qu'ils méritaient tous un Oscar pour... je sais pas trop à qui je l'aurais donné, mais bon, c'est Del Toro qui repart avec l'Oscar, pas très étonnant, mais bon, voilà. D'accord. Moi, je suis très satisfait de cet Oscar parce que j'ai vraiment adoré ce film d'animation, Pinocchio. Et je suis aussi très content que Top Gun ait eu un Oscar, même si c'est... Il a eu quoi, le son? Ouais, meilleur son. Parce que, je trouve que...
ce film mérite quelque chose. J'aurais pu penser à meilleure chanson originale pour moi. Enfin, Hold My Hand de Lady Gaga est absolument incroyable. C'est Natu Natu du film RRR. Je sais pas si c'est si. RRR qui l'a eu. J'ai pas du tout vu ni écouté cette chanson. Mais voilà. Enfin, ce petit Oscar pour Top Gun et aussi Avatar qui a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels. Non. Si, mais bien Non. sûr. Ah ouais. Meilleurs effets visuels. Bah, je trouve que c'est mérité. Oh, c'est alors. pour moi peut-être le seul qui pouvait vraiment auquel il pouvait vraiment malheureusement c'était prétendre. l'année où les autres fallait pas tomber avec lui. Ah bah oui, c'est très dur. Et je trouve que À l'Ouest rien de nouveau aussi mérite son petit Oscar parce que De film étranger, meilleur film étranger. alors il a eu meilleure photographie. Et il a eu la meilleure photographie. Moi je voudrais en parler, mais Je trouve que les images sont très belles. Après, est-ce Oui, que c'est celui joli. voilà. alors, mais en fait je comprends pas comment une année où tu as The Batman qui sort, comment ne serait-ce que The Batman ne peut pas être nominé. Il était même pas dans la sélection. Si, il a été il est dans la nominé, sélection des. Non, meilleur pas en photo. maquillage et Pas en coiffe. photo. Ah oui, pas en photo. Oui, d'accord. Pas en ok. photo. Ok. Je trouve ça- c'est une aberration selon moi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et Je n'ai pas du tout été transcendé par ce film, du coup. Bon, voilà. par Mais, The Batman. Oui. Ah non, mais tu peux. Ouais, mais après, Même la photo. photographie, ça peut être encore autre chose, au-delà de ce qu'elle va permettre de raconter avec l'histoire, aussi d'un point de vue esthétique, forcément, même si c'est pas que ça. Je trouve que c'est une aberration qu'il soit même pas nominé. En son, il le mérite parfaitement, The Batman, je trouve. Mais alors, vraiment, ne pas être à la Oui. photo, ça n'a aucun sens. Ça, vraiment, ça ne faisait pas sens selon moi. J'étais persuadé qu'il était nominé et c'est genre vraiment quand je suis arrivé dans le truc où je me suis dit ah ben non en fait il est pas du tout nominé quoi. Et sur quel point je voulais aussi rebondir. Et non, en fait, je crois qu'on a fait le tour. Toi, tu voulais nous parler peut-être d'un Oscar qui t'avait complètement satisfait, Olivier ? Non. Pas très à l'aise avec la sélection de cette année, donc. Je déteste les Oscars. Je n'ai jamais vu les Oscars de ma vie. D'accord. Ah oui, t'as jamais regardé non, ok. je regarde que Sundance et que le Festival de Cannes. Allez. Pardon, j'ai fait une nuit blanche, je suis absolument épuisé. Non, il y a aucun souci. Tu nous as remis à notre place de petits consommateurs de cinéma. Vous êtes nuls. Eh bien, merci à vous, messieurs, dames. On va pouvoir passer à la question du mois.